Une lycéenne pleine d'enthousiasme, impatiente de jouer à son nouveau jeu vidéo, voit sa vie brutalement interrompue par le légendaire Camion-kun. À son grand désespoir, elle se réincarne dans le monde du jeu. En Pride, la boss finale, une reine cruelle et surpuissante destinée à mourir à la fin. Grâce à ses souvenirs de sa vie passée et à sa connaissance de l'histoire du jeu, Pride décide d'utiliser ses pouvoirs pour changer son destin, sauver sa propre vie et même détourner les événements à son avantage. Alors qu'une princesse aux cheveux rouges contemple le monde depuis son balcon, une lycéenne japonaise se réjouissait encore de jouer à son automne game préféré, Our Ray of Light. Mais un accident tragique lui offre une nouvelle existence dans cet univers fictif. Au même moment, Pride s'effondre dans sa chambre. Lorsqu'elle reprend conscience, la jeune fille réalise avec stupeur qu'elle est désormais dans le corps de Pride Royal Ivy, âgée de 8 ans, la future antagoniste principale du jeu, tout en conservant les souvenirs de sa vie antérieure. Elle se rappelle alors l'histoire. Pride devient une reine tyrannique qui terrorise son royaume, torture l'héroïne Tiara et ses prétendants, avant de finir tragiquement dans la mauvaise fin du jeu. Horrifiée par ce destin, Pride refuse d'emprunter ce chemin. Alors qu'elle réfléchit à tout cela sur son lit, son père inquiet, le roi Albert, se précipite dans sa chambre. Se souvenant qu'elle n'a pas encore rencontré Tiara dans cette timeline, Pride lui demande des informations à son sujet. Surpris, Albert comprend alors que sa fille possède le don de précognition. Cette révélation le remplit de joie, car dans le royaume de Frisia, ce pouvoir est la preuve qu'elle est destinée à devenir reine. Dans ce monde, chacun possède d'ailleurs une capacité spéciale. Face à l'enthousiasme de son père, Pride est troublée. Les événements ne se déroulent déjà plus exactement comme dans le jeu. Après son départ, elle réfléchit à son pouvoir de clairvoyance, se souvenant que c'est justement ce don qui l'amènera au trône, et à sa chute. Refusant de tuer des innocents, elle décide de changer l'avenir. Soudain, un souvenir crucial lui revient. Elle se précipite à la fenêtre de sa chambre. Malgré les cris paniqués des servantes, Pride se tient au bord et appelle son père, prêt à partir en calèche. Albert, choqué, lève les yeux vers elle. Pride lui crie que la roue de son carrosse est endommagée et que cela causera sa mort. À cet instant, une rafale de vent violente la déséquilibre, sous les hurlements de tous. Mais au dernier moment, un serviteur parvient à la rattraper, évitant de... Pride se souvient que, dans le jeu, elle n'avait pas pu prévoir cet événement à temps. Mais grâce aux connaissances de sa vie passée, elle a réussi à sauver son père dans ce monde. Alors qu'elle se détend enfin, ses serviteurs, terrifiés, implorent son pardon pour l'avoir laissé s'exposer au danger. Pride remarque la peur dans leur voix. Habitué à la voir comme une méchante froide et sans cœur, il tremble devant elle, et cela la fait fondre en larmes, submergée par la culpabilité. Après avoir pleuré tout son saoul, elle finit par s'endormir. Son père mentionne alors l'idée de lui trouver un frère adoptif. Dans ses rêves, Pride revit un souvenir de son ancienne version maléfique, où elle torturait cruellement un garçon innocent. À son réveil, elle se dirige vers une pièce, troublée. Elle se rappelle que, dans l'histoire originale, son père devait mourir dans un accident de carrosse, suivi peu après par sa mère, morte de chagrin. Cela aurait fait d'elle la reine, la poussant sur un chemin tyrannique. Mais désormais, tout a changé. Peu après, Pride rencontre Stale, un garçon de 7 ans issu du peuple, et son futur époux. Son père explique que Stale est enchaîné pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs de téléportation. Le cœur de Pride se serre en voyant un enfant si jeune arraché à sa mère et traité comme un prisonnier. Elle s'approche et lui serre doucement la main. Son père annonce ensuite que Stale va signer un contrat de servitude avec elle. À cet instant, un souvenir refait surface dans l'esprit de Pride. Elle sait que Stale, incapable de lire, sera trompé et forcé de signer un contrat abusif qui fera de lui un serviteur incapable de désobéir à ses ordres. Déterminée à changer ce destin, elle agit. Cette nuit-là, elle rend visite à Stale en secret et lui donne la clé de ses menottes. Mais à sa grande surprise, le garçon refuse. Il explique que s'il s'échappe encore, sa mère sera punie, ou pire, que le château pourrait enlever un autre enfant à sa place. Il ne veut pas que cela arrive. Comprenant qu'il a déjà accepté son sort avec courage, Pride s'en va après qu'il l'ait remercié pour son inquiétude. Le lendemain, Stale signe le contrat avec Pride et devient à la fois son petit frère adoptif et son futur mari. En observant la scène,
Un homme aux cheveux bleus nommé Gilbert félicite la princesse d'un ton moqueur. Son père, Albert, le réprimande aussitôt pour avoir taquiné sa fille et l'emmène de force. Plus tard, Pride emmène Stale à la bibliothèque, ravie d'avoir trouvé un nouveau compagnon de jeu. Elle insiste pour qu'il l'appelle par son prénom, mais le garçon, timide, n'y parvient pas. Alors qu'ils jouent et courent ensemble, Stale s'effondre soudainement, épuisé. Plus tard, Pride le regarde dormir dans sa chambre, et elle comprend alors qu'il a dû travailler dur en secret. Cherchant à devenir digne, Pride se souvient soudainement d'un acte atroce commis par son ancienne version maléfique. Elle avait forcé Stale à tuer sa propre mère, simplement pour son amusement. Ce souvenir la rend immédiatement malade, submergée par une culpabilité insupportable. Peu après, Stale commence à se réveiller, et Pride le serre doucement dans ses bras. Le garçon, rougissant, l'entend s'excuser de l'avoir séparé de sa mère. Pride lui promet alors de faire de son mieux, pour lui et pour tout son peuple. Cependant, derrière cette douceur, elle lui adresse une demande inquiétante. Si un jour elle devait redevenir maléfique, il devra la tuer. Après que Stale se rendort, un terrible cauchemar l'envahit. Il y voit une Pride sadique, le forçant à assassiner sa propre mère. La femme, prise d'une folie cruelle, lui interdit même de mettre fin à ses jours après cet acte, le laissant brisé, tremblant dans le désespoir. Impuissant, le garçon ne peut que maudire Pride et nourrir un désir de vengeance. Ce cauchemar effroyable le réveille brusquement, le laissant confus. Errant dans les couloirs du manoir, il se rappelle qu'il a encore le mouchoir de Pride dans sa poche. Il repense à l'instant où il a été arraché à sa mère en pleurs. À ce moment-là, il avait décidé de se rapprocher de Pride, dans l'espoir de retrouver sa mère un jour. Mais contre toute attente, la princesse s'est révélée être douce et bienveillante, loin de l'image égoïste qu'il s'était faite. Cette contradiction le trouble profondément. Ses pensées sont interrompues par Pride elle-même, qui l'enlace et l'emmène dans une pièce. Là, elle lui remet une lettre de sa mère, remplie de mots chaleureux et d'amour. Les yeux de Stale s'emplissent de larmes, submergés par le manque. Son père adoptif, Albert, lui explique alors que sa mère reçoit une aide financière régulière et qu'il pourra échanger des lettres avec elle une fois par an, grâce à la demande spéciale de Pride. Comprenant que Pride enfreint les règles du palais pour lui, Stale se demande pourquoi une fille aussi gentille pense pouvoir devenir maléfique un jour. Il fait alors un serment silencieux. Il la protégera toujours et la rendra heureuse. Dans l'ombre, Gilbert observe les enfants avec un air mécontent. Plus tard, en repensant à cette expression, Stale se demande quoi écrire à sa mère. Grâce à ses pouvoirs, il se téléporte jusqu'à l'endroit où se trouve Gilbert et surprend ce dernier en train de répandre d'horribles rumeurs sur Pride. La colère monte en lui en entendant Gilbert la décrire comme une enfant égoïste et arrogante. Furieux, Stale retourne chez lui, réfléchissant à ce qu'il doit faire. S'il veut gagner la confiance des gens et dissiper les doutes sur Pride, alors il devra agir. Il s'habille avec soin, déterminé à gagner encore plus de crédibilité que le Premier ministre lui-même. Ailleurs, nous découvrons une femme blonde et élégante, Rosa, la reine actuelle et mère de Pride. Elle demande à sa fille Tiara si elle est impatiente de rencontrer bientôt son grand frère et sa grande sœur. Quelques jours plus tard, Pride assiste à un bal somptueux en compagnie de Stale. Rougissant, Stale complimente la beauté adorable de Pride, mais la réponse de celle-ci ne fait que le rendre encore plus embarrassé. Après leur entrée dans la grande salle, il rencontre la reine Rosa, qui annonce publiquement l'apparition de sa première fille, Pride. Pride et Stale la saluent, puis font la connaissance de Tiara, visiblement nerveuse. La foule est immédiatement charmée par la petite fille. Pride ressent une légère jalousie en voyant sa petite sœur attirer autant d'attention, mais elle la salue chaleureusement et tombe rapidement sous le charme de sa douceur. Stale s'avance à son tour et accueille Tiara, déclarant qu'ils forment désormais une grande famille et qu'ils soutiendront tous Pride, la future reine. Ces paroles gagnent aussitôt le cœur du peuple, qui comprend que Pride bénéficie du soutien de toute la famille royale. Peu après, la reine Rosa s'approche et annonce officiellement qu'elle a choisi Pride comme héritière du trône. Surprise, Pride écoute sa mère lui demander de se souvenir de cet instant pour toujours. Plus tard, alors que le banquet bat son plein, Gilbert s'approche de Tiara et Pride. Il se moque de Pride pour avoir été choisi à la place de sa petite sœur, mais Stale prend immédiatement sa défense avec loyauté.
Les paroles acerbes du garçon rendent la scène tendue, au point d'effrayer Pride et Tiara. Pendant ce temps, Rosa observe avec soulagement, persuadée que le futur sombre qu'elle avait vu pour sa fille Pride a disparu. Un peu plus tard, Pride est abordé par Roderick, le capitaine des Chevaliers impériaux. Celui-ci semble impressionné par son élégance, tandis que ses parents affichent un sourire rempli de fierté. 3 années paisibles passent après cet événement. Pride observe Stale s'entraîner à l'épée contre un chevalier. Sa sœur Tiara lui demande alors quelle est sa relation avec lui. Pride répond simplement qu'ils finiront probablement par se marier. En entendant cela, Stale est pris au dépourvu, trébuche et se fait renverser. Alors que Tiara essuie son visage, Pride lui adresse un sourire, pensant que, comme dans le jeu, Stale est peut-être déjà tombé amoureux de l'héroïne Tiara. Gêné, Stale détourne le regard pour éviter celui de Pride, qui semble avoir mal interprété la situation. Puis, avec calme, elle se tourne vers le chevalier et lui demande une faveur. Peu après, Pride commence à s'entraîner avec le chevalier, surprenant tout le monde par son talent à l'épée. Apparemment, sa capacité spéciale lui permet d'apprendre n'importe quelle technique après l'avoir vue une seule fois. En la voyant combattre avec autant de grâce, Stale se sent découragée, se demandant si elle a vraiment besoin de lui pour la protéger. Mais Pride le rassure, lui affirmant qu'elle aura toujours besoin de lui si elle manque de force, ce qui le motive à continuer à s'entraîner. Elle sourit en observant cette scène paisible, se demandant intérieurement quand viendra sa fin en tant que méchante. Plus tard, les chevaliers impériaux saluent Pride pour une inspection. Elle demande au vice-capitaine Clark où se trouve Roderick. Clark lui explique que le capitaine est avec de nouvelles recrues, en train de s'entraîner lors d'exercices conjoints avec un royaume allié. Alors que Pride observe l'entraînement, une terrible nouvelle arrive soudainement. Roderick et les recrues ont été attaqués par des ennemis. Tandis que Clark se prépare à aller les aider, Pride demande à l'accompagner. Ils se rendent dans une salle équipée d'un dispositif de communication. Roderick, furieux, ne comprend pas pourquoi la princesse s'implique dans une tâche aussi dangereuse. Mais Pride insiste. Elle veut sauver autant de vies que possible. Elle apprend alors que les renforts les plus proches mettront 30 minutes à arriver sur le champ de bataille. Sans hésiter, elle demande à Stale de téléporter des provisions sur place. Grâce à cela, les soldats peuvent se rééquiper et retrouvent leur courage pour continuer à se battre. Roderick est surpris par la puissance de Stale, et Pride demande à Clark de garder cette capacité secrète. Alors que les troupes se réorganisent, Pride apprend que le terrain est instable. Cela lui rappelle un détail crucial. Il s'agit d'une falaise cachée qui va s'effondrer, tuant tous ceux qui s'y trouvent. Elle avertit immédiatement Roderick, prétendant que sa clairvoyance l'a détecté. Roderick ordonne alors à toutes les recrues de battre en retraite, mais lui reste sur place. Pride comprend alors que sa jambe est coincée sous un rocher. Pire encore, à cause de sa capacité spéciale qui le rend immunisé contre les attaques d'épée, il ne peut même pas se couper la jambe pour s'échapper. La situation semble désespérée. Tous se préparent au pire. C'est alors qu'un jeune homme aux cheveux argentés, Arthur, supplie son père de continuer à se battre. Roderick retient les ennemis pour permettre aux recrues de fuir, tandis que Clark coupe la communication pour protéger le palais. Arthur est anéanti, et Pride se sent impuissante en voyant les blessures s'accumuler sur le corps de Roderick. Alors que tout espoir semble perdu, Pride prend une décision. Elle rassure Arthur. Elle sauvera son chevalier, quoi qu'il en coûte. Puis, elle demande à Stale de la téléporter sur le champ de bataille. Stale et les chevaliers refusent de mettre en danger la princesse héritière. Mais Pride, déterminée, refuse de rester en arrière pendant que ces hommes risquent leur vie pour survivre à quoi qu'il arrive. Pride déchire sa jupe pour gagner en mobilité et est téléportée sur le champ de bataille. Elle annonce sa présence aux soldats et commence immédiatement à frapper et à trancher. Tout le monde regarde, choqué, alors que la princesse apparemment fragile élimine seule les forces ennemies. Puis, elle regarde autour d'elle et aperçoit un homme se cachant derrière un arbre. Pride attrape cet homme et l'emmène à Roderick, à qui elle dit de le tenir fermement. Elle murmure quelque chose à l'oreille de l'homme mystérieux, tandis que des rochers tombent de la falaise qui s'effondre. Dans le royaume, Arthur fait un cauchemar sur sa situation actuelle. La princesse sans cœur Pride avait laissé son père et les recrues mourir, et son seul commentaire sur l'affaire était que Roderick était un capitaine inutile qui avait coûté quelques hommes insignifiants.
Arthur se mettrait en colère face à ce traitement froid et ingrat et deviendrait plus tard chevalier pour venger son père. Cependant, maintenant, il observe les débris se dégager de la falaise tombée. Une étrange boîte de pierres à proximité s'ouvre, contenant Pride, Roderick et l'homme étrange, tous sains et saufs. Après la bataille, l'homme mystérieux est capturé, et les soldats commencent à se réorganiser. Ils se demandent qui est la jolie jeune fille avec le capitaine et sont choqués d'apprendre qu'il s'agit de leur future reine, Pride. À l'intérieur du palais, les chevaliers et Arthur sont soulagés que la bataille se soit terminée sans aucune perte. Styles se sent terrible d'avoir laissé Pride se battre et jure de devenir plus fort pour la protéger. Sur le champ de bataille, Roderick propose d'emmener Pride en lieu sûr, ce qu'elle refuse, disant qu'elle doit s'assurer que tout se passe bien. Cependant, cette fois, le capitaine chevalier obéissant n'accepte aucun de ses ordres et soulève la princesse imprudente et téméraire dans ses bras avec colère. Pride réalise qu'il est en colère, mais se souvient alors qu'elle avait déchiré sa jupe. Tous les chevaliers présents rient en voyant leur princesse rougir furieusement de honte. Plus tard, les chevaliers sont rassemblés par Pride dans une pièce privée. Là, ils discutent de tout ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Roderick demande comment la jeune princesse a pu utiliser une épée et un pistolet, et Pride répond qu'elle a observé certains chevaliers s'entraîner avec, choquant tout le monde avec son pouvoir de triche, lui permettant d'apprendre après une seule observation. Roderick s'interroge également sur la raison pour laquelle elle est venue personnellement l'aider, disant que si elle était morte par sa propre imprudence, le royaume serait tombé dans les ténèbres. Bien que Pride trouve ces paroles raisonnables, elle sent toujours qu'elle aurait agi pour sauver son chevalier ou tout autre soldat ordinaire. Elle rappelle également à Roderick que, bien qu'il aurait pu mourir dignement, sa mort signifierait que moins de personnes seraient protégées par lui à l'avenir. Cela choque les chevaliers, qui adhèrent à sa logique. Ainsi, Pride déclare fermement qu'elle est une future reine qui se battra toujours pour son peuple, ce qui fait taire tout le monde. Puis, lentement, les chevaliers commencent à remercier leur princesse couronnée d'avoir sauvé leur capitaine, Roderick. Arthur s'agenouille également avec gratitude avant de demander à Pride s'il peut devenir chevalier, malgré son faible pouvoir pour faire pousser les cultures. Pride le rassure en lui tenant la main, disant qu'elle croit pleinement qu'un jour, il deviendra un grand chevalier. Non loin, Stale observe la scène avec jalousie. Alors qu'Arthur est soulagé par sa confiance, Pride lui demande de l'arrêter si un jour elle devenait mauvaise. Cela choque Arthur. Enfin, son père, Roderick, admet qu'il est heureux de pouvoir retourner chez lui auprès de ses amis et de sa famille. Alors qu'Arthur voit Pride serrer Roderick dans ses bras, il se demande pourquoi la douce princesse pense qu'elle pourrait un jour devenir une personne horrible et il jure de la protéger de sa vie. Plus tard, Arthur se rappelle qu'il avait éveillé le pouvoir de faire pousser les cultures dans son enfance, ce qui lui faisait penser qu'il était plus fait pour être fermier que chevalier. Cependant, la gentillesse et la personnalité de Pride l'ont convaincu de devenir plus fort pour la protéger. Après s'être préparé, il sort de sa maison pour s'entraîner avec son père. Pendant l'entraînement, Roderick demande à Arthur s'il pense à Pride, ce qui le surprend. Il bat Arthur, mais reste très étonné de ses compétences, étant donné qu'Arthur ne s'était pas entraîné à l'épée depuis des années. Sa femme sort de l'agitation et Roderick s'enfuit pour l'éviter, laissant son épée derrière lui. Pendant ce temps, au château, Pride se rappelle un souvenir d'Arthur de sa vie antérieure. Le garçon dévasté avait pleuré pour son père, qui avait été rejeté par la maléfique Pride. Soudain, la voix de Stale sort Pride de ses pensées. Ensuite, il se dirige pour rencontrer Clark et bientôt Roderick, qui salue la princesse avec urgence. Il informe Pride des progrès d'Arthur avant que le fils en question n'arrive en courant avec l'épée oubliée de son père. Quand Arthur remarque Pride, il devient embarrassé et tente de partir sans explication. Soudain, Stale s'approche et demande à Arthur de devenir son partenaire d'entraînement. Arthur est surpris, mais accepte la demande. Ainsi, les deux garçons se dirigent vers une salle ouverte où Stale commence son entraînement avec Arthur. Arthur remarque une étrange intention derrière le sourire amical de Stale et se sent mal à l'aise. Soudain, Stale lance une attaque rapide, tandis qu'Arthur bloque rapidement. Stale le félicite pour son talent, tandis qu'Arthur continue de se sentir mal à l'aise. Mais soudain, Stale révèle ses raisons de se battre pour Pride. Il explique qu'il souhaite simplement que cette fille au grand cœur soit heureuse.
et qu'elle ait toujours besoin d'un gardien fort à ses côtés. Stale reconnaît la force d'Arthur et son amour pour Pride, et souhaite qu'il devienne un chevalier puissant, digne de protéger leur imprudente future reine. Arthur semble légèrement confus par le comportement de Stale et l'inquiétude de Pride concernant le fait de devenir maléfique, mais il accepte le défi de Stale. Il remarque également que le sourire suspect de Stale ressemble à celui de Gilbert, ce qui embarrasse le garçon. Heureux d'accompagner Pride comme bouclier, Arthur décide de s'entraîner avec Stale pour améliorer rapidement ses compétences. Les deux garçons s'entendent bien et s'accordent à commencer leur entraînement. Un jour, Tiara, Pride et Stale lisent des livres dans la bibliothèque. Pride remarque que le héros de son roman romantique ressemble à Stale, tandis que Tiara observe que l'héroïne lui ressemble, ce qui fait que Stale se cache, embarrassé. Cette réaction fait penser à Pride que Stale est déçu d'être en couple avec elle. Plus tard, Pride est convoqué dans une pièce par ses parents. Il révèle que le criminel du champ de bataille a été identifié et qu'il était impliqué dans la vente d'informations sur leurs royaumes alliés, permettant à des ennemis de tendre une embuscade à leurs forces. Alors que les gardes amènent le criminel nommé Val, qui possède le pouvoir de la Terre, Rosa demande à Pride de rendre son jugement. Pride réfléchit un instant et se prépare avant d'annoncer que l'homme doit soit être exécuté pour ses crimes, soit vivre comme serviteur s'il aide le royaume à retrouver des otages. Pride demande directement à Val son avis sur son sort, et il accepte de vivre comme serviteur. Rosa approuve le jugement de Pride et lui remet le contrat. Ainsi, Pride commence à énoncer les lois du contrat, qui obligent Val à obéir à la famille royale et à ne jamais recourir à la violence. Ensuite, Stale rencontre Pride à l'extérieur et lui demande de le laisser participer à toutes les réunions importantes à l'avenir. Pride accepte et ils vont rendre visite à Val. Pride met Val en colère avant de lui ordonner de protéger Tiara si elle se trouve en danger, ou de se tourner vers Pride pour obtenir de l'aide s'il en a besoin. Alors qu'un serment maudit est levé, Pride se demande si elle a fait le bon choix. Stale demande à Pride pourquoi elle a laissé partir un criminel aussi horrible, et Pride lui répond que, puisque ce serment l'oblige de toute façon à obéir, elle ne veut pas ôter sa vie sans raison. Il sourit, impressionné par sa magnanimité. Cependant, Tiara demande à Pride si elle est un fardeau pour elle. Pride explique alors qu'elle veut simplement protéger sa précieuse sœur. Elle tient les mains de Tiara et de Stale et leur dit combien elle les aime, souhaitant vivre heureuse pour toujours avec eux. Quelque temps plus tard, Stale et Arthur s'apprêtent à commencer une nouvelle séance d'entraînement. Arthur est surpris lorsque Tiara et Pride viennent les observer. Après un peu de combat, Pride apporte des couronnes de fleurs qu'elle et Tiara ont confectionnées, présentant 2 couronnes qu'elle a spécialement choisies pour les garçons. Pride leur offre des compliments sincères et leur montre son affection, ce qui fait rougir les 2 garçons. Puis, constatant qu'il n'y a pas assez de fleurs pour Pride, les 2 garçons posent leur couronne sur sa tête. Pride sourit et leur donne une fleur à accrocher sur leur tête avant de partager sa couronne avec sa petite sœur. Après cela, Arthur fait ses adieux à Pride et aux autres, se préparant pour son examen de chevalier. Maintenant âgée de 13 ans, Pride est heureuse de s'être installée dans une nouvelle vie. 2 ans plus tard, Arthur termine sa formation de chevalier et son examen, et reçoit personnellement sa chevalerie des mains de Pride elle-même. Beaucoup plus mature, Arthur embrasse son épée, accomplissant enfin sa promesse de devenir le gardien de Pride. Plus tard, Arthur retrouve Stale, qui semble de mauvaise humeur après qu'on lui a dit que son sourire ressemblait à celui de Gilbert. Arthur rit avant de lui offrir un cadeau. En l'ouvrant, Pride et Tiara arrivent et voient qu'Arthur a apporté une paire de lunettes de soleil. Elle se demande pourquoi il a choisi ce cadeau et il explique que cela convient au Stale mature. Les enfants sont interrompus par Gilbert, qui rend visite à Pride. Il demande son aide pour une affaire particulière, ce qui la surprend. Mais soudain, son père, Albert, surgit de nulle part et emmène Gilbert. Pride explique à Stale que Gilbert tente de faire passer une loi permettant à la famille royale de traquer et surveiller certains utilisateurs de pouvoirs particuliers. Cette loi lui semble intrusive et Pride la rejette. Elle pense alors à quelque chose et demande à Stale de la téléporter là où se trouve Gilbert. Ils apparaissent à l'extérieur d'une pièce où l'on peut entendre Gilbert se disputer avec Albert. Il se moque d'Albert pour avoir ignoré une loi royale et permis à Stale de rendre visite à sa mère biologique, alors que Pride les avait suppliés depuis plusieurs jours de le faire.
En écoutant de l'extérieur, Stale est choqué que Pride ait agi ainsi pour lui, mais il entend ensuite la voix triste de Gilbert. Depuis 7 ans, une personne proche de Gilbert était malade, et il cherchait quelqu'un ayant des pouvoirs de guérison pour elle. À partir de cela, Pride se souvient enfin, grâce au jeu, que Gilbert, qui possède le pouvoir de jeunesse éternelle, avait été contraint par la méchante Pride à paraître plus âgé pour le reste de sa vie. La cruelle reine avait accepté la demande de Gilbert de retrouver des personnes aux pouvoirs spéciaux. Cependant, elle ne les asservissait que pour elle-même et tuait quiconque résistait. Ce cauchemar réveille Pride de son sommeil et elle se rappelle que la fiancée de Gilbert est morte peu après l'adoption de la loi. Elle sort, réfléchissant à ce qu'elle doit faire quand une agitation la perturbe. Pride apprend par Albert que Gilbert avait quitté le château et repense à quelque chose. Elle réalise que la méchante Pride n'écoutait réellement l'avis de personne avant de prendre une décision précipitée. Ainsi, sa fiancée a dû mourir le même jour où la loi a été adoptée. Cela signifie qu'elle n'a que jusqu'au coucher du soleil pour sauver la fiancée de Gilbert. Pride demande à Stale de la téléporter auprès de Gilbert. Pendant ce temps, on voit Gilbert entouré de voyous ailleurs. Il demande aux hommes s'ils connaissent des guérisseurs, mais ils se mettent à rire. Gilbert leur offre richesse et secrets sur la famille royale, mais les hommes rient encore de lui. Il semble plus intéressé par son argent et l'attaque. Bien que Gilbert soit un noble et capable de se défendre, le nombre d'assaillants le met en danger. Heureusement, Pride et Stale arrivent juste à temps pour vaincre tous les ennemis. Stale fait face à Gilbert et Pride l'avertit qu'elle a prévu la mort de sa fiancée. Cela bouleverse Gilbert, qui se remémore tous ses souvenirs avec elle. Maria était la jeune fille d'un conte, toujours malade et alitée. Elle s'échappait parfois de sa maison pour passer du temps dehors, et lors d'une de ses escapades, elle rencontre Gilbert. Gilbert emmène cette douce jeune fille vers une vue magnifique en dehors de la ville, et ils tombent amoureux. À partir de ce moment, Gilbert la rencontre régulièrement. Malheureusement, il apprend un jour que Maria est fiancée. Cela brise le cœur de Gilbert, mais Maria lui dit qu'il est le seul qu'elle aime vraiment. Ainsi, après avoir travaillé dur pour devenir chancelier du royaume, Gilbert se rendit chez Maria avec une proposition que sa famille ne pouvait pas refuser. Cependant, peu de temps après leur fiançailles, Maria tomba gravement malade, ce qui brisa complètement Gilbert. Alors qu'il se remémore tout cela, Stale pointe une épée sur sa tête pour le crime d'avoir trahi la famille royale. Gilbert tombe à genoux tandis que Stale le rabaisse violemment, insultant même sa pauvre fiancée pour ses fautes. Pride intervient alors pour l'arrêter, son cœur bienveillant compatissant à la situation de Gilbert. Elle remercie Stale d'avoir veillé sur elle, puis réconforte Gilbert en lui annonçant que lui et sa fiancée sont pardonnés. Plus tard, au château, Tiara rencontre Pride et lui demande des nouvelles de la situation de Gilbert. Alors qu'elle discute, Gilbert fait irruption dans la pièce, paniqué, en criant à l'aide. Pride part immédiatement et demande à Stale de la téléporter auprès des chevaliers. Là-bas, elle rencontre Arthur, à qui elle demande une immense faveur. Pride s'inquiète qu'Arthur prenne une décision aussi importante pour elle, mais le chevalier est prêt à aller jusqu'à mourir pour elle. Elle se retourne et aperçoit une version adulte de Stale, mais sans le temps d'expliquer, elle lui demande de les téléporter jusqu'à l'endroit où se trouve Gilbert. Ils apparaissent dans une chambre où Maria, très malade, est allongée sur le lit. Pride demande à Arthur de poser sa main sur la jeune femme mourante et révèle que son pouvoir ne consiste pas à faire pousser des cultures, mais à soigner les êtres vivants. Gilbert observe alors que Maria reprend rapidement des couleurs et se lève du lit. Les deux amoureux s'enlacent, et la situation est sauvée grâce aux connaissances futures de Pride concernant le pouvoir d'Arthur. Plus tard, Pride apprend que Gilbert a transformé Stale en une version adulte de lui-même afin qu'il puisse se déplacer plus rapidement. Gilbert remercie Pride d'avoir sauvé celle qu'il aime et lui avoue tous ses péchés. Pride lui demande s'il est prêt à confesser ses fautes à ses parents, avant de lui dire qu'elle le libérera de sa culpabilité. Elle demande ensuite à toutes les personnes présentes d'oublier tout ce qu'elles ont vu et entendu à propos de Gilbert, ce qui le choque profondément. Il se demande alors s'il a été pardonné, mais Pride a prévu une punition pour ses graves crimes. Elle lui ordonne de continuer à vivre avec son immortalité et de servir fidèlement le royaume en tant que chancelier, ce qui fait fondre Gilbert en larmes face à tant de miséricorde. Pride sait que Gilbert peut vivre éternellement, et s'il choisit de le faire,
il sera un atout précieux pour le royaume. Gilbert accepte avec joie et jure de tenir sa promesse. Pride semble quelque peu désolé pour la punition, mais cela ne dérange pas Gilbert. Au contraire, il fait quelque chose que les deux admirateurs de Pride, Arthur et Stale, n'ont jamais osé faire. Gilbert embrasse sa main, puis son pied et sa jambe, une ancienne coutume pour montrer une loyauté absolue. Les deux garçons observent la scène avec jalousie et envie, tandis que Gilbert accomplit ce geste envers la belle princesse. Gilbert et Maria jurent alors leur loyauté envers le royaume en reconnaissance de la bonté de Pride, et l'affaire est définitivement close. Plus tard, Arthur parle avec Stale dans une pièce. Stale lui demande s'il pourra continuer à être chevalier après avoir découvert son pouvoir, ou s'il devra devenir guérisseur à la place. Malgré tout, Arthur reste convaincu qu'il sera toujours un chevalier puissant. Puis, Arthur change de sujet et demande à Stale s'il accepte que Gilbert ait été pardonné, ce à quoi il répond oui. Cependant, le chevalier n'est pas totalement convaincu et pousse Stale à être honnête. Le garçon, en colère, commence alors à exprimer sa frustration face au fait que la princesse ait laissé partir Gilbert malgré toutes les horribles choses qu'il a dites sur elle. Il a l'impression de ne pas assez protéger Pride, mais Arthur se précipite pour le rassurer. Il lui explique qu'avant même qu'il ne connaisse Pride, la ville était remplie de rumeurs malveillantes à son sujet. Cependant, ces rumeurs ont fini par disparaître avec le temps, clairement grâce aux efforts de Stale. Arthur lui dit ensuite qu'il a protégé Pride autant qu'il le pouvait, mais qu'il ne doit pas s'attendre à pouvoir la protéger tout le temps. Pour le rassurer, il lui propose de la protéger lui-même lorsque Stale ne sera pas là. Stale est surpris et complimente Arthur pour sa maturité, mais ce dernier rejette le compliment en disant qu'il était encore pire à l'âge de Stale. Stale a alors l'impression d'avoir été trop faible et décide de ne plus jamais se montrer vulnérable ni pleurer. Cela choque Arthur, qui se demande s'il pourra vraiment tenir cette résolution. Mais Stale affirme qu'il attendra d'avoir 18 ans pour exprimer ses véritables sentiments à Pride. Arthur accepte et le soutient, et les deux garçons renforcent encore davantage. Plus tard dans la nuit, un groupe assiste au mariage de Gilbert et Maria. Là-bas, Tiara demande à Stale s'il déteste vraiment Gilbert ou non. Même si Stale reste amer à cause des crimes de Gilbert, il admet qu'il est heureux qu'il ait pu être réuni avec celle qu'il aime. Tiara souligne alors une autre raison pour laquelle Stale déteste Gilbert, sa confiance et ses compétences impressionnantes. Cela fait rougir Stale d'embarras, et Gilbert apparaît au bon moment pour les saluer. Comme un véritable tsundere, Stale déclare qu'il le déteste, mais Gilbert prend ses paroles à la légère. Ensuite, Gilbert annonce fièrement son mariage avec Maria à tous les invités, commençant enfin une vie heureuse avec son amante. Quelques jours plus tard, la famille royale organise un examen pour les gardes impériaux parmi les chevaliers. Arthur y participe et surpasse tous ses camarades, devenant ainsi un garde personnel de la famille royale. Désormais, il peut être proche de Pride, même dans leur vie quotidienne. Alors que le groupe voyage ensemble en calèche, ils rencontrent un homme effondré dans la rue, qui s'avère être Val. Plus tard, Val se réveille dans une chambre, couvert de bandages. Il voit tout le monde autour de lui, et Pride comprend qu'il est revenu parce que le contrat l'a forcé à demander de l'aide. Elle lui demande pourquoi il a besoin de son aide, mais Val prétend que ce n'est pas le cas, trop fier pour admettre ses besoins. Pride l'oblige alors à dire la vérité grâce au contrat qui les lie. Il révèle qu'il doit libérer 2 enfants, Sepik et Kemet, sa famille, qui ont été kidnappés par des trafiquants. Il précise que même si les ravisseurs ont demandé 5 autres enfants en échange, ils n'accepteraient probablement pas l'offre de toute façon. Pride réfléchit et comprend que Val est totalement impuissant. Elle déclare qu'il sera placé en résidence surveillée pendant un moment et se prépare à agir contre les criminels. Plus tard, Pride confronte Val dans sa chambre, où il semble agacé par sa présence. L'homme lui lance un couteau, qui la manque de peu. Pride et Stale sont furieux face à cet acte. Cependant, Pride reste calme et lui dit de bien manger et de se reposer en vue de l'opération de sauvetage des otages, ce qui l'énerve encore plus. Val crie qu'il n'a besoin d'aucune aide, et Tiara lui demande s'il ne veut pas sauver les enfants. Elle lui demande s'il ne se soucie pas de leur sort, et l'homme admet qu'il veut garder les enfants pour pouvoir vivre confortablement. Cette froideur fait monter les larmes aux yeux de Tiara, qui pense qu'il considère ses enfants comme de simples serviteurs. Pride réconforte Tiara,
puis demande à Stale et Arthur, en colère, de les laisser seuls. Elle se demande pourquoi Val veut sauver les enfants avant de lui demander comment il les a rencontrés. Val révèle que les enfants étaient simplement des orphelins vivant dans sa maison abandonnée. Apparemment, ils ont commencé à le suivre pour se protéger, l'agaçant par leur présence constante. Pride comprend que Val est irrité par eux, mais se demande alors pourquoi il s'inquiète autant. Val commence à lui en dire plus sur les enfants. Sefek est une jeune fille capable de projeter de l'eau pour protéger Kemet, un petit garçon qui suit toujours sa sœur. Alors qu'il évoque ces détails, Pride remarque qu'il tient à eux et lui demande s'il est inquiet. Val répond que non, et elle lui demande alors ce qu'il considère comme précieux. L'homme répond que seul l'argent et la vie comptent pour lui. Ses parents l'ont abandonné, il n'a jamais eu d'amis, et il n'a donc jamais appris à se soucier des autres. Pride lui demande alors s'il serait affecté s'il arrivait quelque chose à Kemet et Sefek. Val hésite, puis se met soudain en colère contre elle. Il nie se soucier d'eux, se tordant de douleur. Il ressent des nausées et une douleur au cœur chaque fois qu'il pense aux deux enfants, et, dans sa colère, il plaque Pride au sol pour l'avoir forcé à réaliser cette souffrance. Il l'accuse de l'avoir laissé vivre et d'avoir permis qu'il développe des sentiments pour les autres, affirmant que cette douleur lui écrase l'âme. En voyant Val pleurer maladroitement, perdu face à ses propres émotions, Pride comprend qu'il veut sauver les enfants pour apaiser ce malaise et cette douleur, née de son attachement envers eux. Elle enlace cet homme brisé, le réconfortant et l'aidant à comprendre ses sentiments. Comme Val était un orphelin sans abri, il n'était pas habitué à se soucier des autres et ce sentiment inconnu d'amour et d'inquiétude l'avait terrifié. Cette vérité est profondément triste pour Pride, qui le serre encore plus fort dans ses bras. Le lendemain, Val rencontre les ravisseurs. Il leur propose 5 enfants, en réalité la famille royale transformée en enfants par Gilbert. Cependant, les ravisseurs ne rendent pas Sefek et Kemet et capturent tout le groupe à la place. Dans la charrette qui les transporte, ils se rappellent que Gilbert avait révélé que la reine avait ordonné d'éliminer le groupe de ravisseurs et de sauver tous les otages. La capacité de Gilbert à transformer tout le monde en enfants avait produit un effet pour le moins surprenant. Alors qu'ils arrivent à destination, Stale téléporte ses menottes pour s'en libérer. Un des ravisseurs entre immédiatement et l'attaque en le voyant tenter de s'échapper, mais Stale téléporte l'homme directement dans une cellule de prison. Peu à peu, de plus en plus de criminels se retrouvent enfermés, tandis que le groupe se concentre sur le sauvetage des otages. Les chevaliers interrogent violemment les criminels pour obtenir l'emplacement de la cachette, puis partent en mission. Pendant ce temps, le groupe explore la base du gang, dissimulée dans une grotte. Ils découvrent que des personnes de grande valeur, possédant des pouvoirs spéciaux, sont retenues plus profondément, tandis qu'eux sont conduits dans une cellule avec des gens ordinaires. À l'intérieur, ils entendent des enfants appelés Val et comprennent qu'il s'agit de Sefek et Kemet, qui cachaient leur pouvoir. Pendant ce temps, au fond de la grotte, Stale explore les lieux avec Val. Ils trouvent une cellule de haute sécurité et libèrent tous les prisonniers, avant que Stale ne remarque une étrange lumière brillante à proximité. Soudain, un garde les découvre et sort une arme, mais Stale invoque de la dynamite pour créer une diversion. Il s'élance vers la lumière, tandis que Val retient le garde et provoque un chaos pour le ralentir. Dans la cellule intermédiaire, les gardes reçoivent une alerte et s'en vont en courant, laissant la cellule sans surveillance. Tous les prisonniers en profitent pour s'échapper. De retour près de la lumière, Stale est choqué en voyant un jeune garçon trembler sous l'effet de l'électricité. Le jeune garçon s'appelle Powell, et ses décharges électriques frappent tout ce qui l'entoure. Il refuse l'aide de Stale, affirmant qu'il ne veut pas retourner quelque part où il pourrait encore blesser quelqu'un. Mais Stale le rassure en disant que le royaume est un endroit sûr. Le garçon reste méfiant, et Stale comprend qu'il doit agir. Avançant pas à pas malgré les décharges électriques qui le frappent, Stale lui parle du nouveau souverain bienveillant du royaume de Frisia, qui a promis d'en faire un lieu meilleur pour tous. Le garçon est bouleversé de voir Stale supporter une telle douleur pour s'approcher de lui, et finit par se calmer, perdant toute hostilité. Ainsi, Stale parvient à le téléporter vers un endroit sûr, mais seulement après avoir été gravement blessé et s'être évanoui. Pendant ce temps, les chevaliers royaux arrivent au camp intermédiaire pour prêter main forte. Cependant, les gardes parviennent à capturer Val en otage, tandis que Gilbert tente de les repousser. Alors que les chevaliers partent à la recherche de Stale, le chef des gardes,
un homme doté du pouvoir de manipuler des chaînes pour attaquer, capture à la fois Arthur et Val avec une prise implacable. La situation semble désespérée, car les chevaliers refusent de mettre en danger leurs propres alliés. Mais soudain, Pride surgit et tranche les chaînes avec son épée. Elle défie courageusement l'homme, qui est surpris par sa force brute et son habileté. Pensant livrer un bon combat, il se retrouve rapidement dominé, et Pride ordonne à un chevalier d'exécuter le criminel. Soudain, une explosion à l'extérieur de la grotte secoue tout le monde. Alors que le groupe se précipite dehors, Val entend dire que l'explosion a créé un énorme cratère où 2 enfants ont été aperçus. Inquiet, il se dépêche d'y arriver au plus vite. Lorsqu'il atteint enfin l'endroit, il retrouve Sefek, mais ne voit aucune trace de Kemet. Sefek lui montre des décombres sous lesquels Kemet est coincé. Val regarde à travers un trou dans les ruines et appelle Kemet. Heureusement, le garçon est en vie et peut respirer grâce à cette ouverture. Cependant, la situation reste critique, car il doit être sorti avant que d'autres débris ne s'effondrent sur lui. Pride tente d'aider Val, mais la grotte tremblante devient de plus en plus instable. Val refuse son aide et lui demande de sortir, souhaitant garder cette affaire personnelle. Pride respecte sa décision et s'en va, tandis que Val bloque le passage avec des rochers. Une fois dehors, Pride retrouve Sefek. La jeune fille est dévastée de savoir que sa famille est encore à l'intérieur, mais elle est impuissante. Un petit jet d'eau éclabousse un chevalier, qui l'empêche de retourner dans la grotte. Pride réfléchit à ce qu'elle peut faire pour Kemet et Val, et Gilbert lui dit que Kemet possède peut-être la capacité de sauver la situation. Elle retourne alors vers les décombres, ce qui surprend Val. Pride lui dit de tendre la main et de saisir celle de Kemet, ce qu'il fait, tout en se demandant comment elle compte l'aider à les sortir de là. Mais une fois qu'il attrape la main de Kemet, Pride lui ordonne de manipuler toute la grotte et de détruire les rochers qui bloquent l'enfant. Val pense qu'elle est devenue folle, mais il ressent soudain une puissance incroyable qui lui permet d'activer les roches de toute la grotte et de détruire les décombres. Fou de joie, il enlace le petit Kemet terrifié, tandis que Pride comprend que le pouvoir naturel de Kemet est d'amplifier les capacités des autres. Cela explique pourquoi Sefek pouvait créer de puissants jets d'eau avec lui, mais seulement de petits jets lorsqu'elle était seule. Alors que la grotte commence à trembler de plus en plus, Val crée un navire de pierre pour transporter le groupe hors de la grotte en train de s'effondrer. Alors que le groupe pousse un soupir de soulagement à l'extérieur, non loin de là, des individus suspects les observent. Ils semblent surpris que tout le monde ait réussi à s'en sortir vivant, avant de lancer encore plus de bombes en contrebas. Ces explosions piègent Sefik sur une falaise qui commence à s'effondrer. Val crie son nom et se précipite pour la projeter en sécurité, mais il tombe lui-même lorsque la falaise cède. Alors qu'il chute vers une mort certaine, l'ancien criminel sans cœur se demande à quel moment il s'est autant attaché à ses 2 enfants. En repensant au passé, il se souvient que, après être rentré chez lui suite à sa punition, il avait trouvé 2 enfants vivants dans sa vieille maison abandonnée. Les enfants semblaient lui faire confiance et ont commencé à le suivre partout pour se protéger. Val les trouvait agaçants, mais ne les a jamais chassés. Peu à peu, il s'est attaché à eux et leur a même donné leur nom. Lorsque Sefik a appris à utiliser son pouvoir pour créer de l'eau et le vendre, ils ont commencé à vivre confortablement tous les 3. Mais un jour, leur bonheur a pris fin lorsque des trafiquants ont enlevé les 2 enfants. Lié par son contrat avec Pride qui lui interdisait d'attaquer quiconque, Val n'a pu que regarder, impuissant, alors qu'on lui arrachait sa seule famille. De retour au présent, Val semble prêt à mourir, mais il est choqué lorsque la future reine saute et fait un étrange signe. Ce signal réveille Stahl, blessé à l'extérieur, qui se téléporte aussitôt vers elle et les emmène tous loin de la grotte. Sefik et Kemet accourent pour enlacer leur père adoptif, qui sourit de soulagement, tandis que Pride enlace joyeusement Stahl. Quelques semaines après l'incident de la grotte, on voit Pride discuter avec Arthur et Stahl. Bien que les poseurs de bombes n'aient pas été capturés, le royaume semble en paix. Le groupe est surpris lorsque Val, Sefik et Kemet arrivent en fonçant vers eux sur un rocher. Il semble que Val utilise pleinement le pouvoir de Kemet et travaille désormais comme livreur. Pride sourit en voyant les 3, qui ont l'air bien mieux qu'avant. Pour le remercier de son aide, elle leur propose de devenir les transporteurs officiels de la famille royale. Les 2 enfants sont ravis de cette nouvelle, tandis que Val sourit à Pride.
Elle lui annonce également que le royaume prévoit de créer des écoles gratuites et invite Sefik et Kemet à y étudier et à grandir. Après s'être assuré qu'elle est sincère, Val accepte son offre, plaisantant qu'il aurait de toute façon été obligé de lui obéir comme un serviteur. Val s'agenouille alors pour montrer son respect, tandis que Pride rougit nerveusement. Il embrasse ses pieds selon la tradition, mais Val ajoute une touche provocante en les léchant, choquant tout le monde et embarrassant la pauvre princesse. Il éclate de rire, révélant son esprit de trouble-fête. Puis, Val demande une compensation, tandis que le groupe le fixe avec désapprobation pour son manque de respect. Pride boude légèrement, mais accepte. Stal lui dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, mais Val rappelle au groupe qu'il est complètement fauché. Alors que Pride s'apprête à partir, Val suit le groupe en la taquinant au sujet de son prince jaloux. Arthur s'énerve lui aussi, ce qui pousse Val à le provoquer également. Il se moque de Pride en disant qu'elle est entourée de garçons timides et inexpérimentés, et lui propose de lui offrir bien plus qu'eux. Bien sûr, Pride rejette immédiatement ses avances audacieuses avant de se préparer à partir. Val redevient finalement sérieux et remercie Pride d'avoir invité ses enfants à rejoindre son école. Plus tard, Pride regarde Arthur affronter Gilbert, mais il se fait rapidement dominer. Gilbert le plaque au sol sans difficulté et Stale l'encourage. Cependant, Gilbert propose soudainement d'enseigner une technique secrète à Arthur s'il parvient à le toucher. Cela motive aussi Stale, qui décide de combattre Gilbert aux côtés d'Arthur. Gilbert accepte de faire face aux deux garçons en même temps. Alors que le combat devient plus intense, Pride encourage ses deux protégés, avant d'être surprise par le retour de Val. Val est étonnée de voir les garçons se battre sérieusement pour elle, mais Pride corrige son malentendu. Tiara se lève alors pour jouer avec Sefik et Kemet, et leur offre également du gâteau. Les enfants sont ravis, et alors que Tiara part manger avec eux, Val commence à les suivre, mais prend instinctivement la main de Pride. Arthur et Stale, oubliant leur combat sous l'effet de la jalousie, le remarquent immédiatement. Se rendant compte de son geste, Val lâche aussitôt sa main et s'en va, agacée. Pride reste confuse face à son comportement, tandis que le petit Kemet lui demande s'il déteste ou aime Pride. Val nie avoir des sentiments pour elle, mais se remémore tous les moments où elle l'a confrontée et aidée. Même la jeune Sefik peut voir son visage rougir de loin. Toujours perplexe, Pride décide de se concentrer sur les encouragements qu'elle donne aux garçons. Mais en leur adressant des paroles pleines de douceur, elle les déstabilise tellement qu'ils en perdent leurs moyens, à la fois nerveux et heureux. Cependant, lorsque Pride leur demande de gagner pour elle, leurs regards s'illuminent de détermination et ils se relèvent aussitôt. Cela surprend Gilbert, habituellement calme, qui comprend que leur amour pour Pride renforce leur motivation. Les deux garçons se lancent à l'attaque et cette fois, ils parviennent à vaincre le redoutable expert en combat. Plus tard, épuisés, ils s'effondrent et discutent de leurs sentiments pour Pride. Arthur se souvient que, même dans la grotte, c'était Stale qui avait utilisé sa téléportation pour sauver Pride de la falaise. Il se sent triste et indigne d'être son protecteur, mais Stale lui dit de garder la tête haute. Il lui rappelle que pendant qu'il était inconscient, c'était lui, Arthur, qui avait foncé au combat pour protéger Gilbert et Pride. Ces paroles redonnent confiance à Arthur, et Stale lui assure qu'il peut se sentir en sécurité tant qu'il est à ses côtés. Arthur se relève et réalise à quel point il a changé, passant d'un enfant pleurnichard à un chevalier fort. Les deux garçons sont interrompus lorsque Pride arrive en courant avec un mouchoir. Elle les soigne et essuie leur sueur en leur adressant des paroles douces qui font chavirer leur cœur. Stale repense à tout cela, heureux de pouvoir protéger Pride. Il se souvient aussi de Powell, ce jeune utilisateur de pouvoir qui avait besoin de protection et d'attention. Il confie à Pride qu'il souhaite devenir un véritable gentleman, pas seulement pour elle, et Pride accepte de le soutenir. Elle sourit, se sentant bénie et sincèrement heureuse d'avoir deux hommes loyaux et nobles à ses côtés. Les deux garçons prennent alors ses mains et jurent de toujours la protéger, elle et sa sœur, lui rappelant qu'ils ont prêté serment de loyauté à leur future reine. Pride sourit, se sentant pleinement comblée. Quelque temps plus tard, dans sa chambre, la future reine repense aux actions de la Pride maléfique dans le jeu. Sachant qu'il lui reste encore quelques années avant sa mort prévue dans le jeu, Pride reste déterminée à faire de son... Pour rappel, ce monde est basé sur un jeu ultime intitulé Or Ray of Light. Trakoon avait encore frappé dans son cycle habituel d'Isekai,
et notre héroïne mourut à l'âge de 18 ans. Repose en paix. Puis, les souvenirs de sa vie passée affluèrent soudainement. Elle était désormais Pride Royal Ivy, la princesse héritière du royaume de Frisia. La grande sœur de la protagoniste du jeu, Tiara, est, pour ses prétendants, la source de toutes les tragédies, la pire des hérétiques, la méchante finale ultime. Stal lui dit de lui faire savoir s'il pouvait l'aider d'une quelconque manière. Tiara lui confia qu'elle avait hâte d'être à demain. Le chancelier Gilbert promit de faire en sorte que la célébration de son anniversaire se déroule sans le moindre accroc. Le lendemain, Pride allait avoir 16 ans. Dans ce pays, cela signifiait devenir officiellement adulte. C'est pourquoi cette célébration était si importante. Si elle ne parvenait pas à prouver qu'elle avait les qualités pour devenir reine, ou si le moindre problème survenait, ce ne serait pas seulement de simples rumeurs qui se propageraient à son sujet. Gilbert la sortit de ses pensées pour la rassurer. Il resterait à ses côtés. Il semblait cependant préoccupé en jetant un regard vers Stale, mais aucun des deux ne voulut s'expliquer. Pride se demanda si Stale était lui aussi nerveux à propos des festivités du lendemain. Se sentant peu digne de son rôle de princesse héritière et de grande sœur, elle savait qu'elle ne devait surtout pas se ridiculiser. Pendant l'entraînement à l'épée, Arthur remarqua que Stale était bien moins concentré que d'habitude. Il fit voler son épée et lui dit que, s'il avait quelque chose en tête, il devait le dire clairement. Stale ramassa son arme et, en reprenant le combat, mentionna qu'à l'occasion des 16 ans de Pride, son fiancé serait également annoncé lors de la cérémonie. Il craignait qu'elle l'ait oublié. Elle était tellement absorbée par son travail sur le nouveau système scolaire que personne n'avait voulu la déranger avec cela. Stale était prêt à consacrer corps et âme à servir Pride, ainsi que son futur fiancé en tant que sénéchal. Mais seulement s'il jugeait cet homme digne d'elle. Il avait besoin d'en être certain. C'est pourquoi il avait décidé d'enquêter personnellement sur celui qui allait devenir le fiancé de Pride. Le lendemain, l'homme se révélait exceptionnel à tout point de vue, héritier distingué et premier prince du royaume allié d'Anémone. Sur le papier, tout semblait parfait, sauf un détail inquiétant. Il traînait derrière lui une réputation de séducteur invétéré, connu comme le plus grand coureur de jupons de tout son royaume. Lors de la fête, Tiara complimenta Pride sur sa magnifique robe, et Stale, un peu gêné, approuva timidement, tout en pensant qu'elle aurait peut-être dû se couvrir davantage. Roderick et les chevaliers lui souhaitèrent un joyeux anniversaire, louant sa dignité et son sens du devoir en tant que princesse. Le vice-capitaine Clark, quant à lui, se montra particulièrement galant. Il lui baisa la main en déclarant que leur royaume avait été béni par sa naissance. Pride, prise de court, ne savait plus où donner de la tête. Ses réactions n'étaient pas censées exister ainsi. En apercevant l'homme principal de la soirée, elle recula légèrement et Stale la rattrapa aussitôt. C'est alors que des souvenirs du jeu lui revinrent. Deux des prétendants faisaient partie de l'histoire originale. L'un d'eux, un homme aux cheveux sombres, s'approcha et lui demanda si elle allait bien. Un peu plus tard, à l'extérieur, il s'excusa de ne pas être venu plus tôt se présenter. Il se présenta comme Léon Adonis Coronaria, premier prince du royaume d'Anémone. Pride lui rendit son salut, encore sous le choc. Comment avait-elle pu oublier son propre fiancé, celui avec qui elle devait se fiancer précisément le jour de ses 16 ans? Dans le jeu, leur relation finissait tragiquement. Il perdait tout et se retrouvait le cœur brisé à cause d'elle. Pourtant, en face d'elle, il était totalement différent. Avec élégance, il lui baisa la main et déclara qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi belle. Le cœur de Pride s'emballa. Elle n'était pas prête à affronter une telle situation. De retour dans la salle, sa mère annonça officiellement les fiançailles. Léon s'avança, posa un genou à terre, embrassa sa main et déclara qu'il l'aimerait de tout son cœur. Tandis que la foule applaudissait avec enthousiasme, certains proches, eux, semblaient bien moins ravis. À partir de ce moment, Léon resterait 3 jours au château avant de repartir, puis reviendrait une semaine plus tard pour s'y installer définitivement en tant que fiancé de Pride. Les 10 jours à venir s'annonçaient décisifs, car dans le futur qu'elle connaissait déjà, cet homme finirait par la fuir, suppliant qu'elle le laisse en paix. Elle lui disait doucement « Ne sois pas comme ça, Liang. Ta fiancée adorée est venue te rendre visite. » Lui, tremblant de peur, répétait sans cesse « Je t'aime, je t'aime », la voix brisée par la panique. Et elle éclatait de rire, répondant avec une tendresse cruelle qu'elle l'aimait aussi.
Pourtant, comme il n'était pas encore marié, il n'était qu'un prince consort de nom, rejeté par tous. Même l'ancien roi du royaume d'Anémone lui avait ordonné de ne jamais revenir. Pride se demandait alors ce qui se passerait si elle décidait de rompre leur fiançailles. Elle se souvenait aussi que sa sœur venait récemment passer du temps avec lui, ce qui risquait de déclencher une nouvelle crise de jalousie. Pour protéger Tiara, il assurait à Pride qu'il ne ressentait rien pour sa sœur, jurant qu'il n'aimait qu'elle. Et Pride adorait le voir pleurer ainsi. Ce visage désespéré, c'était son préféré. Elle se promettait de ne jamais abandonner son petit jouet si adorable. Mais s'il osait la tromper encore une fois, elle le laisserait éviter toute punition, lui seul. Le rêve étrange qu'elle avait fait la nuit précédente la troublait profondément. Lors d'une promenade avec Léon, celui-ci lui confia qu'il se sentait chanceux de pouvoir passer du temps avec elle. Léon était un prince remarquable, possédant toutes les qualités nécessaires pour devenir un grand roi. Pourtant, les rumeurs sur ses nombreuses aventures s'étaient répandues partout, le poussant à être rejeté par son propre royaume, avant d'être fiancé à la redoutable et cruelle reine Pride. Finalement, dans le futur qu'elle connaissait, il serait tellement brisé par elle qu'il développerait une peur intense des autres. Il perdrait tout statut et toute influence, ne restant qu'un prince de nom. Il n'y avait donc, logiquement, aucune romance entre eux dans le jeu. Alors qu'il faisait une pause, Léon la rapprocha doucement de lui et murmura « Je t'aime plus que tout au monde ». Elle ne pouvait pas supporter ça. Son attitude de séducteur faisait des ravages. Dans sa vie passée, elle n'avait jamais attiré l'attention, n'avait jamais été l'intérêt amoureux de qui que ce soit. Même après sa réincarnation, elle avait l'impression que personne ne pouvait réellement l'aimer. C'était trop pour elle. Mais malgré tout, elle devait se ressaisir. Elle devait accepter ses avances, ne pas fuir, et gagner sa confiance avant qu'il ne reparte. Elle se répéta intérieurement d'oublier sa nervosité, sa timidité, car après tout, ses murmures d'amour n'étaient que des mensonges. Dans sa chambre, ce soir-là, Pride reçut une visite inattendue. Val était là, accompagné de Séphik et Kemet. Avec son habituel ton désinvolte, il lança « Salut, princesse, t'es devenue plutôt jolie ». Puis, fidèle à lui-même, il ajouta qu'elle n'avait toujours pas autant de forme qu'il l'aurait imaginé. Il lui remit ensuite une correspondance venue du royaume de Yaburon, ainsi qu'une lettre de félicitations pour ses fiançailles. Après avoir discuté un moment de son fiancé, dans un soupir à peine dissimulé, Val finit par lui proposer quelque chose d'aussi inattendu que sérieux. Si elle ne voulait pas se marier, il pouvait l'emmener loin d'ici. Après tout, il était son serviteur. Il lui suffirait d'un mot pour l'aider à fuir. Elle pourrait découvrir une liberté totale, vivre une vie en fuite comme elle n'en avait jamais connue. Et selon lui, subvenir aux besoins de 3 enfants ne serait rien avec ses capacités. Pride se mit à rire doucement. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Elle venait simplement d'imaginer que vivre une vie en fuite avec lui ne serait pas si désagréable. Si elle disparaissait en tant que reine, Tiara pourrait monter sur le trône sans danger, choisir librement son futur époux parmi Arthur, Stal, le prince Léon et les autres prétendants. Et ensemble, ils mèneraient le royaume vers la paix. Mais elle ne pouvait pas accepter cette main tendue. Même en étant la pire reine possible, la future boss finale de ce monde, elle avait appris à aimer ce royaume et son peuple. Elle voulait lutter contre le destin jusqu'au bout. C'était ici qu'elle voulait rester, en tant que reine, jusqu'à la fin. Elle remercia Val sincèrement, ajoutant que si jamais elle venait à perdre sa place un jour, elle serait heureuse qu'il l'accueille. Val attrapa alors sa main et déclara avec fermeté « Il n'y avait pas de « si ». Il lui suffirait de donner un ordre et il l'emmènerait immédiatement. Surprise, Pride accepta cette promesse. Si un jour cela devenait nécessaire, elle comptait sur lui. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec les enfants, elle lui confia qu'elle était vraiment heureuse de l'avoir dans sa vie. Val leva la main vers son visage, mais se ravisa au dernier moment, se contentant de lui tapoter doucement la tête. Puis il lui dit que le jour où elle voudrait vraiment tout abandonner, il s'assurerait de passer le reste de sa vie à lui offrir un endroit où vivre à ses côtés. Finalement, Pride emmena Léon visiter la capitale. Il trouva Frisia absolument magnifique, admirant chaque détail avec émerveillement. Mais les voir ensemble provoqua un profond malaise chez Stal. Il ne pouvait s'empêcher de penser que Léon jouait un rôle, affichant une perfection de façade, alors qu'au fond, il le considérait comme un simple séducteur.
Il remarqua aussi qu'Arthur tremblait de manière incontrôlable. Plus tard, Stale se téléporta discrètement auprès de lui pour lui parler en privé. Arthur ne cachait pas sa colère. Il détestait l'idée que Pride épouse le prince Léon. Bien qu'il comprenne l'importance des mariages royaux, il était convaincu que cet homme n'était pas digne d'elle. Stale tenta de le calmer, mais Arthur refusa d'écouter. La frustration le submergea au point qu'il écrasa une chaise d'une simple pression de la main. Ses sourires faux et inquiétants, cela le mettait hors de lui. Tout cela lui semblait anormal. Stale, de son côté, était sous le choc. Il n'avait jamais réalisé qu'il faisait semblant de sourire depuis le début. Encore, si ce n'était que Léon. Mais pourquoi sa propre sœur aussi? Il ne comprenait pas. Le lendemain, alors que Léon s'apprêtait à repartir, Pride lui demanda de ne pas oublier leur promesse. Le prince afficha une expression troublée. Stale voulut demander de quelle promesse il s'agissait, mais il fut interrompu par l'arrivée bruyante de Val. Celui-ci apportait de nombreux cadeaux de la part de la première princesse du royaume de Yabran pour l'anniversaire de Pride. Il mentionna également une requête secrète qu'elle lui avait confiée, quelque chose d'inattendu. Et pourtant, pour Pride, tout cela était parfaitement normal. Grâce aux souvenirs de sa vie passée, elle possédait désormais la lucidité nécessaire pour agir. Elle en était convaincue. Elle était la seule capable. Stale traversait les couloirs, plongé dans ses pensées après ce qu'il venait d'entendre de la reine. La raison pour laquelle le prince Léon avait été choisi comme fiancé de Pride, c'était que, malgré l'existence d'un deuxième et d'un troisième prince dans le royaume d'Anémone, elle estimait que seul Léon lui convenait. Le roi d'Anémone partageait également cet avis. Mais pour Stale, cette explication ne tenait pas vraiment debout. Cependant, à sa demande, le roi lui avait permis de devenir l'apprenti de Veste à partir de la semaine suivante. Étudier sous la tutelle de l'oncle Veste signifiait qu'il n'aurait presque plus de temps à passer avec Pride. Malgré tout, il était prêt à l'accepter, tant que cela pouvait lui être bénéfique à elle, ainsi qu'au royaume. Même si cela signifiait qu'il ne serait plus nécessaire à ses côtés. Mais l'idée de la voir avec Léon lui serra le cœur, au point que des larmes montèrent à ses yeux. À l'extérieur, Tiara lui demanda s'il avait fini de parler avec leur mère. Il semblait ailleurs et répondit qu'il était simplement fatigué. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua que Pride dormait sur les genoux de Tiara. Elle expliqua que Pride n'avait presque pas dormi la nuit précédente. Tiara proposa alors à Stale de venir se reposer à côté d'elle. Elle se sentait terriblement seule ces 3 derniers jours. Elle avait l'impression que Léon lui avait volé sa sœur. Mais ensuite, Pride l'avait invitée dans les jardins et l'avait serrée dans ses bras de toutes ses forces. Tiara pensa que Pride avait remarqué sa solitude et qu'elle avait agi ainsi pour la réconforter. Pride ouvrit doucement les yeux et vint s'asseoir sur les genoux de Stale. Elle lui dit qu'il lui avait manqué. Il la caressa pour la rassurer et lui répondit qu'elle lui avait manqué aussi, et que tout irait bien, qu'il serait toujours là, même à distance, que son cœur resterait à ses côtés, même s'il n'était plus près d'elle, même si elle tombait amoureuse de cet homme. Il lui appartenait toujours, corps et âme. Plus loin, Arthur, épuisé, retrouva un peu d'énergie en voyant le sourire lumineux de Pride. Elle prit son visage entre ses mains, inquiète des cernes sous ses yeux. Elle s'excusa de ne pas avoir pu lui parler l'autre jour. Elle voyait bien qu'il s'était forcé à les accompagner, malgré son état. Mais Arthur avait une question à lui poser. Était-elle heureuse? Elle répondit que oui. Après tout, elle l'avait lui et tous les autres à ses côtés. Cela le soulagea. Elle ne faisait pas simplement semblant d'aller bien. Mais soudain, il sentit quelque chose d'étrange, comme si elle remettait un masque. Et avec un sourire, elle ajouta doucement « Oh, ne dis pas de bêtises. » Il tomba à genoux devant elle, la suppliant de lui permettre de s'inquiéter pour elle. Pourquoi faisait-elle semblant de sourire? Pourquoi soupirait-elle seule à côté de la calèche? Pourquoi jouait-elle la comédie? Est-ce que Léon détenait quelque chose contre elle? Ils s'inquiétaient tous pour elle, et pourtant, elle semblait toujours aussi distante. Elle s'excusa, les remercia pour leur inquiétude, mais affirma une fois de plus qu'elle allait bien. Arthur comprit alors que, peu importe la difficulté de la situation, elle avait décidé de tout affronter seule, comme si son destin était de marcher en solitaire. Il voulait protéger son sourire. Il lui dit que si l'homme choisi pour être à ses côtés était quelqu'un qu'elle aimait,
alors il resterait près d'elle pour protéger leur bonheur. Mais si cet homme n'était pas digne d'elle, alors il la protégerait contre lui et prendrait soin d'elle à sa place. Depuis longtemps déjà, il lui avait tout consacré. Plus tard, Pride annonça à sa mère qu'elle avait eu une prémonition. Elle devait se rendre au royaume d'Anémone pour le bien du peuple. Elle et Tiara rendirent ensuite visite aux 2 garçons dans leur établissement thermal. Ils avaient déjà entendu parler de cette mission et étaient heureux de pouvoir collaborer avec elle. Tiara, cependant, demanda sérieusement ce que Pride comptait faire à Anémone. Son ton, inhabituellement grave, surprit tout le monde. Elle se demandait si cela avait un lien avec ce que Pride leur cachait. Tiara savait qu'elle était impuissante. Elle n'osait même pas demander à l'accompagner. Mais elle voulait au moins lui offrir son soutien moral. Tous étaient prêts à écouter ce qu'elle avait à dire, même si ce n'était qu'une hypothèse. Personne ne la jugerait, même si les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Tiara voulait simplement qu'elle ouvre son cœur. La veille au soir, Léon lui avait parlé. Pride lui avait alors fait signe de s'approcher. Puis, sans détour, elle lui avait dit que s'il voulait aller plus loin avec elle, cela ne la dérangeait pas. Après tout, ils n'étaient pas fiancés. Mais au moment où il s'approcha pour l'embrasser, il s'arrêta. Elle lui dit alors que ce n'était pas nécessaire dans leur relation. Elle lui assura que tout allait bien. Il avait été irréprochable ces 3 derniers jours. Tout le monde reconnaîtrait en lui le fiancé parfait. Mais il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Alors elle fut claire. Il n'avait pas besoin de jouer un rôle devant elle. Il n'avait pas à se mentir à lui-même, ni à prétendre qu'il y avait de l'amour entre eux. Désormais, les rôles inversés, elle lui demanda de lui faire une promesse. En échange, elle garderait pour elle ce qui s'était passé cette nuit-là, et dès le lendemain, il pourrait recommencer à jouer le rôle du couple parfait. Elle lui rappela qu'elle était la princesse aînée de Frisia, première dans l'ordre de succession au trône, et qu'elle possédait un pouvoir particulier, la clairvoyance. Elle était la seule personne au monde à connaître ses véritables désirs. Elle lui demanda alors de ne pas quitter le château pendant toute une semaine après son retour dans son royaume. Pas même pour aller vérifier les environs, surtout pas le dernier jour, car ce jour-là, il perdrait tout, la confiance de son peuple et même celle du roi. Ces instructions étaient essentielles pour son bonheur. Après avoir entendu ces paroles, les garçons furent embarrassés. Ils pensaient qu'elle et Léon avaient passé la nuit ensemble, même si elle avait omis de mentionner qu'il avait seulement essayé. Stahl comprit qu'il s'agissait en réalité d'une visite secrète destinée à empêcher Léon de quitter le château, afin d'éviter que la prémonition ne se réalise. Ainsi, s'il tentait de sortir, il l'arrêterait avant que les gardes du royaume ne le découvrent. Un comportement honteux de Léon ne ferait que ternir l'image de leurs 2 royaumes. Arthur, lui, s'effondra au sol, soulagé, car il avait imaginé bien pire. Il s'était complètement trompé, entraînant même Stahl dans ses suppositions et inquiétant Pride inutilement. Pride le rassura, s'excusant de ne pas lui avoir donné de réponse claire lorsqu'il l'avait interrogée plus tôt. Elle lui dit qu'il était incroyable d'avoir remarqué immédiatement qu'elle traversait un moment difficile. En lui avouant que cela l'avait rendue heureuse, elle le fit se redresser brusquement, le visage rouge. Ses amis ne voulaient pas qu'elle porte ce fardeau toute seule. Ils étaient là pour elle. Ils ne voulaient pas la voir souffrir en silence. Pendant ce temps, à Anémone, Léon repensait aux avertissements de Pride, ainsi qu'aux paroles de son père, qui lui répétait qu'en tant que premier prince, il devait montrer l'exemple à ses frères et tout faire pour devenir un roi digne des attentes de son peuple. Depuis son plus jeune âge, sa vie avait été entièrement consacrée à apprendre ce qu'il fallait pour devenir roi. Et pourtant, une question le hantait toujours. Qu'est-ce qu'un roi véritablement désiré? Son père l'emmenait souvent devant le peuple, où les foules l'acclamaient et le couvraient d'éloges. Ce fut pour lui une véritable révélation. Il voulait être aimé du peuple. Il voulait qu'on le désire, qu'on le convoite, lui et personne d'autre. Mais son jeune frère le mit en garde, critiquant ses pensées dangereuses, les qualifiant de quête d'attention, de narcissisme et de possessivité. De telles étiquettes pouvaient ruiner sa réputation. Léon n'oublierait jamais le choc qu'il ressentit en entendant ces mots. Il savait qu'il devait se débarrasser de ses émotions dérangeantes, et il se força même à ne pas quitter le château pendant un temps. Mais au fond de lui, son corps et son âme continuaient de les réclamer. Un autre de ses frères lui suggéra alors de se consacrer aux relations sociales avec la haute société. Suivant ce conseil, il fréquenta les jeunes femmes de son âge.
Mais très vite, il remarqua chez elle les mêmes désirs qu'il redoutait en lui-même. Besoin d'attention, narcissisme et possessivité. Cela l'effraya profondément. Il fut horrifié de réaliser qu'il avait dirigé de tels sentiments envers le peuple qu'il avait juré de protéger. Au final, il ne pouvait leur offrir ce qu'elles attendaient de lui. Et la rumeur selon laquelle il était un séducteur se répandit. Il en vint à désirer devenir prince consort du royaume de Frisia afin d'apporter la paix entre les deux nations. Il se sentait incapable d'être un bon roi, un bon frère, et même un bon être humain. C'était la seule voie qu'il voyait. Un soir, pendant le dîner, son père lui annonça qu'ils envisageaient peut-être d'annuler ses fiançailles. Il souhaitait en rediscuter avec la reine de Frisia et le prince consort. Il s'excusa de l'incertitude qu'il faisait peser sur la vie de Léon. De leur côté, Pride et Stahl arrivèrent dans le royaume d'Anémone sous de fausses identités, Dame Jeanne et Lord Philippe. Elle espérait que tout se passerait bien. Le lendemain, selon l'issue des discussions entre son père et la reine de Frisia, Léon se retrouva face à deux possibilités douloureuses. Soit l'annulation des fiançailles, qui entacherait son honneur, soit leur maintien malgré l'affront qu'il avait causé, l'empêchant alors de retourner dans son propre royaume. Aucune de ces voies ne lui apportait le bonheur. Ses frères vinrent le voir, lui apportant des vêtements pour qu'il puisse s'échapper du château déguisé. Il voulait avant tout son bonheur, car c'était là son véritable désir, quitter le château et se mêler au peuple. Un désir qu'il partageait aussi. Mais Léon s'excusa, il ne pouvait pas accepter. Lorsqu'ils lui demandèrent pourquoi, il repensa à la prémonition de Pride. Ses frères comprirent et acceptèrent sa décision. Avant de partir, ils lui offrirent un dernier présent pour célébrer ses fiançailles, un verre de vin. Et pourtant, sans vraiment comprendre comment, il se retrouva finalement déguisé, se réveillant dans une taverne. Les scènes de torture au fouet, accompagnées des cris déchirants des victimes, étaient d'une intensité insoutenable, tandis que le prince Léon suppliait Pride d'arrêter, car son peuple était en train de mourir. C'est fou, parce que l'épisode commence directement comme ça, et pourtant, cela m'a fait rire. Elle le taquina en demandant pourquoi. Il était arrivé en retard à leur rendez-vous parce qu'il avait passé la nuit à boire avec ses gens. Elle fouetta un autre homme, laissant échapper un rire presque maniaque, étonné qu'un être humain puisse produire un tel son dans une situation pareille. Et pour empirer les choses, Pride savait que tout cela allait arriver. Elle avait vu l'avenir de Léon. Elle avait tout vu depuis le jour où elle l'avait rencontré, et elle devenait de plus en plus jalouse. Mode petite amie yandere activée. Il la supplia, avouant qu'il avait choisi de passer la nuit avec son peuple plutôt que la matinée avec elle. Il voulait en assumer toute la responsabilité. Mais Pride utilisa cela pour retourner la situation contre lui. Cela pouvait être considéré comme une trahison envers Pride, et par extension, envers le royaume de Frisia. C'était un motif suffisant pour que Frisia lance immédiatement une invasion contre le royaume d'Anénome. Elle se mit à trembler. En lui disant qu'il l'avait humiliée, avec un ton sarcastique, elle déclara qu'ils allaient raser toute la nation. Si les gens de la taverne étaient responsables, ils seraient exécutés sur le champ. Mais si c'était lui, alors ce serait la guerre. Alors qu'il balbutiait, « Ce n'est pas ma faute », elle éclata de rire encore plus fort, répondant « C'est bien ce que je pensais ». Les personnes pendues suppliaient, affirmant qu'ils se trompaient et qu'elles étaient innocentes. Pride demanda alors à Léon s'il l'aimait. Il répondit désespérément « Je t'aime, je t'aime ». Alors, elle jeta sa lame à côté de lui. Elle voulait qu'il le prouve, en tuant lui-même son propre peuple. Elle continua de le provoquer, et malgré tout, il frappa avec rage, transperçant les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Puis, il se réveilla brusquement. Ce n'était qu'un cauchemar, dans la taverne. L'endroit était animé. Deux jeunes femmes s'approchèrent de lui, vérifiant s'il n'avait pas été abandonné, puisqu'il était arrivé dans cet état. Les hommes voulaient qu'il profite au maximum. Après tout, ceux qui l'avaient laissé là avaient laissé un énorme sac d'argent pour que tout le monde puisse s'amuser. Tous se réjouissaient à l'idée de boire jusqu'au lever du soleil. La vision de Léon était trouble. Il était si proche de leur voix et de leur sourire, exactement comme il l'avait toujours souhaité. Mais il se souvenait que quelqu'un lui avait dit de ne pas quitter le château sans parvenir à se rappeler qui. Il avait pourtant la sensation que cet avertissement était très important. Les jeunes femmes le soutenaient alors qu'il se rappelait les paroles de cette femme.
Il serait forcé de boire excessivement et perdrait la confiance de son peuple ainsi que celle de son père. Alors qu'elles approchaient leurs mains de son visage, il luttait désespérément pour empêcher cela d'arriver. Soudain, des pierres envahirent la pièce, et tout devint noir. Val captura le prince en toute sécurité et s'échappa. Stahl téléporta l'escouade à l'endroit où Val les attendait à l'extérieur. Il plaça le beau jeune homme exactement là où Pride lui avait demandé auparavant. Bien sûr, Val avait suivi le plan à la lettre pour extraire le prince sans que personne ne reconnaisse son identité. Il retira le mur et révéla le prince endormi. Pride le fixa avec une expression blessée et demanda à Stahl de renvoyer Léon pour qu'il soit soigné. Callum Bordeaux, capitaine de la 3e division des Chevaliers de Frisia, dirigeait les opérations sur place. D'après l'état de Léon, il soupçonnait qu'il avait été fortement drogué. Val reconnut la substance. Le mélange semblait être une combinaison de somnifères et de narcotiques, ce qui, selon son expérience, était souvent utilisé dans le trafic d'êtres humains. Callum supposa que quelqu'un avait drogué Léon à la taverne, mais Val savait déjà que Léon l'avait été avant même de quitter le château. Il avait vu 2 hommes transporter Léon jusqu'à la taverne, le forcer à boire de l'alcool, puis jeter de l'argent avant de partir. Tout le monde fut sous le choc en réalisant que Léon avait été drogué au château, tandis que Pride essayait de reconstituer les événements dans son esprit. Soudain, elle se mit en colère et déclara que les responsables étaient le 2e prince Erwin et le 3e prince Homer. Dans le jeu, ils rendaient souvent visite à leur frère Léon, le cœur brisé. Puis, lorsque Tiara entra dans la route de Léon, elle les rencontra par hasard devant sa chambre et apprit une partie de la vérité sur ce qui s'était passé 2 ans auparavant. Ils étaient jaloux de leur frère aîné, destiné à hériter du trône, et avaient répandu de mauvaises rumeurs à son sujet. Toutes ces histoires le décrivant comme un homme volage et séducteur n'étaient que des mensonges sans aucun fondement. Dans le jeu, lorsque Tiara approfondit ces questions, les frères affirmèrent qu'il lui avait seulement donné un peu d'alcool. Ils expliquèrent ensuite qu'il s'était enivré avec du vin de célébration, qu'il s'était occupé de lui, puis l'avait laissé dans sa chambre. Léon, de son côté, croyait être sorti du château en état d'ivresse de son propre chef, et il les avait crus. Ce n'est que lorsque Tiara découvrit toute la vérité qu'elle finit par la lui révéler. Pride tremblait de colère. Elle pensait que tout irait bien si elle convainquait Léon de ne pas quitter le château. Mais elle n'allait pas laisser ses frères s'en tirer ainsi. En tant que membre de la royauté, elle refusait d'accepter une telle absurdité. Léon se réveilla avec Callum veillant sur lui. Sa tête lui faisait encore mal. Lorsqu'il apprit qu'il se trouvait à la taverne, il paniqua. Il devait rentrer immédiatement voir sa fiancée, mais Pride entra et lui dit que ce n'était pas nécessaire. Inquiète après lui avoir donné des conseils cette nuit-là, elle était venue incognito pour le voir. En voyant Stahl, il réalisa que le prince consort était également présent. Léon s'apprêta à s'incliner, mais Pride l'arrêta. Un membre de la famille royale ne doit jamais s'excuser pour une accusation injuste. Léon se sentait mal, même si Pride l'avait pourtant averti. Mais elle savait qu'il avait été drogué et forcé de quitter le château contre sa volonté. Elle savait aussi que les rumeurs sur son prétendu comportement de séducteur en ville étaient totalement infondées, car ceux qui l'avaient drogué et piégé n'étaient autres que ses propres frères cadets. Léon n'arrivait pas à y croire. Cependant, il ne voulait pas que Pride en parle à son père, car cela réduirait le nombre d'héritiers au trône, et il pensait qu'ils avaient sans doute agi pour ce qu'ils croyaient être le bien du royaume. Pride lui coupa la parole. C'en était assez. Où se trouvait son véritable objectif? Quel était son désir le plus profond? À cet instant, elle et ses chevaliers étaient de son côté. Elle était certaine que s'ils allaient voir le roi maintenant, il écouterait ce qu'il avait à dire. Elle lui demanda alors ce qu'il aimait plus que tout. D'une voix tremblante, il répondit qu'il l'aimait, elle et elle seule. Elle le repoussa brusquement, lui disant d'abandonner cette idée. Il ne parlait pas avec son cœur. Ce n'était pas elle qu'il aimait réellement. Elle voulait qu'il accepte ses propres désirs. C'était sa seule chance avant que tout ne lui échappe. Elle savait que ce qu'il aimait le plus, c'était le peuple de sa nation. Les larmes lui montèrent aux yeux en pensant à eux. Il lui dit que cela ne servait à rien. Il devait quitter ce pays. Sinon, ses désirs impurs risquaient d'affecter les citoyens qu'il aimait tant. Il était tombé profondément amoureux de son peuple, mais il ne pouvait pas leur imposer ses désirs, son narcissisme ou son possessif.
Il ne pouvait pas devenir roi. Elle lui demanda ce qui lui faisait croire qu'il n'était pas digne du trône. Il n'y avait rien d'impur dans ses désirs. De qui cherchait-il l'approbation? Il n'y avait aucun péché à vouloir être reconnu par son peuple, ni à aspirer à devenir le roi qu'il souhaitait. Il les avait toujours aimés. Il leur avait ouvert son cœur. Elle parla de Léon comme d'une personne honorable, qui mettait toujours les autres avant lui-même. Dans le jeu, Léon restait dans le royaume de Frisia en tant que fiancé de Pride. Au fil des jours, alors qu'elle continuait à le tourmenter, il endurait tout. Ce n'était pas parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il le faisait pour préserver l'alliance entre Frisia et son pays bien-aimé. Même le cœur brisé et enfermé dans une pièce dont il ne pouvait s'échapper, il tenait bon. Grâce à Pride, il comprit que ses sentiments envers sa nation n'étaient pas impurs. Il avait le droit d'accepter ses désirs. Son cœur noble le guiderait sûrement sur le bon chemin. Soudain, il la serra fort dans ses bras et lui dit qu'il ne voulait pas quitter le royaume d'Anénome. Les relations commerciales se portaient bien. À l'avenir, il rassemblerait de nombreuses ressources et la nation deviendrait sans aucun doute prospère. Les enfants de la ville lui avaient dit qu'ils souhaitaient, plus tard, collecter des marchandises du monde entier et devenir marchands. Un mois plus tôt, des familles de fermiers des environs lui avaient souri en lui annonçant qu'elles avaient réussi à cultiver de nouveaux produits. Elles espéraient qu'il viendrait les goûter un jour. Lors de sa dernière visite en ville, des femmes lui avaient confié leurs bébés, allant même jusqu'à les nommer en son honneur. Elles espéraient que leurs enfants grandiraient en devenant aussi gentils que lui. Même après la propagation de sa mauvaise réputation, chacun d'eux avait affirmé croire en lui. Il les aimait, tous, dans ce pays. C'était exactement ce que Pride espérait entendre. Elle était venue jusqu'ici pour l'aider à tout récupérer. Il n'avait plus qu'à accepter sa détermination et saisir sa main. Elle veillerait à ce qu'il soit heureux. Léon remercia sincèrement et Pride lui fit apporter des vêtements de rechange. Il demanda alors qui l'avait sauvé de la taverne. Pride fit venir Val. Encore un peu brusque et agité à cause de son passé d'enfant des rues, Val entra précipitamment dans la pièce, avant de tomber immédiatement à genoux. Le contrat de loyauté l'obligeait à adopter une attitude respectueuse. Léon, cependant, ne voyait que l'essentiel. Il le remercia chaleureusement et promit de lui rendre l'appareil. Mais Val lui répondit que ce n'était pas par choix. Il avait simplement obéi aux ordres de Pride. Celle-ci désactiva alors la clause de politesse, permettant à Val d'exprimer franchement qu'il se moquait complètement du sort de Léon. Mais cela ne changea rien. Pour Léon, une seule chose comptait. Val lui avait sauvé la vie. Il le remercia donc, ainsi que Séphik et Kemet. Pride s'excusa ensuite pour cette audience soudaine avec le père de Léon, le roi Grégorio. Elle expliqua vouloir exposer les événements qui avaient mené à cette situation. Mais elle avait d'abord une requête. Elle demanda que le prince Erwin et Omer soient convoqués. Le roi sembla hésitant, cherchant des excuses pour éviter cela. Mais Pride clarifia immédiatement sa position. Elle n'était pas là en tant que fiancée de Léon, mais comme représentante officielle. Elle avait reçu l'autorisation de sa mère pour cette visite. Elle répéta sa demande avec fermeté. Peu après, Erwin et Omer arrivèrent. Ils affichèrent des sourires fins, soulagés en apparence, et dirent à Léon combien ils étaient heureux de le voir sain et sauf. L'atmosphère devint tendue. Pride s'approcha d'eux et les remercia, avec un sourire inquiétant, pour avoir si bien pris soin de son cher fiancé. Son regard les fit reculer. Puis elle donna la parole à Léon. Il expliqua qu'il s'était réveillé dans une taverne, incapable de bouger. Pride l'avait sauvé avant que quelqu'un ne remarque son état. Selon lui, tout cela faisait partie d'un complot orchestré par Erwin et Omer. Ils étaient venus dans sa chambre, lui avaient fait boire une boisson droguée, puis l'avaient abandonné là-bas. Les deux princes protestèrent immédiatement. Ils affirmèrent qu'ils n'avaient fait que partager un peu de vin avec lui la veille, attristés par leur séparation. Ils qualifièrent ces accusations d'absurdes. Mais Léon resta ferme. Les hommes de Pride l'avaient retrouvé dans la taverne et avaient confirmé qu'il avait été... Erwin répliqua que cela ne prouvait absolument rien. Selon lui, tout cela n'était qu'un tissu de mensonges inventé par la princesse Pride, et le royaume de Frisia cherchait simplement à manipuler la situation. Omer renchérit en affirmant que Frisia cherchait à amadouer Léon pour se donner un prétexte afin de déclarer la guerre. Les tensions montaient. Les deux frères insistèrent sur le fait que les chevaliers étaient arrivés par hasard au bon moment,
suggérant que toute l'histoire avait été mise en scène. Le roi frappa violemment la table. Il leur rappela qu'il les avait déjà avertis de changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Puis, il s'inclina devant Pride pour présenter ses excuses. Sous son autorité, il retira à Erwin et Homer leurs titres royaux ainsi que tous leurs droits. Les deux furent immédiatement maîtrisés par la garde royale d'Anénome. Furieux, Erwin cria pour savoir qui, à part eux, serait digne d'hériter du trône. Pride poussa un léger soupir. Elle déclara au roi qu'elle avait eu une prémonition. Elle savait qu'il souhaitait aborder un sujet avec elle, ou plutôt avec sa mère à l'origine. Il s'agissait de l'annulation de ses fiançailles avec Léon, une décision visant à rendre à Léon son droit au trône. Même Léon n'était pas au courant, mais étrangement, ses jeunes frères l'étaient. Avant que le roi ne puisse répondre, Pride prit les devants. Elle demanda la dissolution immédiate de leurs fiançailles. C'était également la volonté du royaume de Frisia. Erwin protesta violemment, affirmant que c'était absurde. Léon était parfait. Il n'y avait aucune raison de rompre cet engagement. Mais Pride resta ferme. Elle expliqua que la raison initiale de ces fiançailles n'existait plus. À l'origine, elles avaient été proposées pour renforcer l'alliance entre leurs deux royaumes et en faire une démonstration aux pays voisins. Mais désormais, cela n'était plus nécessaire. Elle déclara même que le royaume d'Anénome tomberait en ruine si Léon venait à partir. Il était indispensable à ce pays. Ils pouvaient continuer en tant que partenaires égaux, comme ils l'avaient toujours été. Une alliance forte qui ne vacillerait pas même après la rupture des fiançailles. Finalement, ils échangèrent une promesse solennelle, continuer à avancer ensemble. Erwin éclata de rire et traita Léon de plaisanterie. Selon lui, une petite marionnette sans âme comme lui ne pourrait jamais devenir roi. Il le qualifia de naïf, incapable même de remarquer les manigances de lui et d'Homer. Il perdit complètement son sang-froid, affirmant que tout s'effondrerait très bientôt. Mais Pride le fit taire d'un cri tranchant. Elle s'avança vers lui et déclara sans détour que Léon possédait toutes les qualités nécessaires pour devenir un grand roi. Il aimait son peuple plus que lui-même. Il faisait tout pour répondre à leurs attentes. C'était un atout précieux, entièrement dévoué à devenir un souverain digne. Puis, avec un léger sourire, elle reprit ses paroles. Il avait dit que tout s'effondrerait si Léon devenait roi. Mais c'était exactement ce qui s'était produit lorsque Erwin lui-même avait accédé au trône, dans la prémonition qu'elle avait eue. Sous son règne, le peuple était devenu si pauvre qu'il avait été contraint de fuir le pays. Le commerce s'était effondré. La situation était devenue si désastreuse que personne ne pouvait croire que le royaume d'Anénome avait autrefois été prospère. Et pire encore, les deux frères avaient fini par venir à Frisia, suppliant Léon de les aider. C'était exactement ce qui s'était produit dans le jeu. Depuis leur enfance, Erwin et Homer nourrissaient un profond complexe d'infériorité envers Léon. C'est pour cela qu'ils avaient répandu des rumeurs, forçant Léon à se fiancer avec Pride. Lorsque le roi avait découvert la vérité, il leur avait ordonné de se ressaisir. Mais cela ne les avait pas arrêtés. Ils étaient allés jusqu'à le droguer. Pride les fixa froidement. Elle leur lança un avertissement clair. S'ils représentaient à nouveau une menace pour ce royaume, ou pour Léon, alors ils deviendraient ses ennemis personnels, et elle les punirait de ses propres mains. Quant à Léon, au début de toute cette histoire, il avait été brisé par le chagrin. Tous les citoyens présents dans la taverne avaient été condamnés à mort. Et le pire, c'est que Pride lui avait ordonné de les exécuter lui-même. Une cruauté encore plus insupportable, sachant que c'étaient ses propres frères qui avaient livré ces innocents comme criminels. Peu après le départ de Léon pour Frisia, le roi tomba gravement malade, puis mourut. Erwin et Homer héritèrent alors du trône. Mais sous leur règne, le royaume sombra rapidement dans le chaos. Acculés, ils allèrent jusqu'à faire pression sur Tiara pour qu'elle persuade Léon de revenir. Ils tentèrent même de l'enlever afin de s'en servir comme otage. Face à eux, Pride posa une question simple mais décisive. Quelle vision avaient-ils pour le royaume après être montés sur le trône? Si le peuple n'était pas leur priorité absolue, alors ils n'avaient aucun droit de rejeter Léon et son cœur sincère. Une fois les deux frères écartés, Léon serra Pride dans ses bras. Les larmes aux yeux, il lui exprima toute sa gratitude. Elle lui répondit que son amour pour son pays était véritablement magnifique. Malgré les épreuves qu'il avait traversées, il avait tout gardé en lui. Continuant à sourire,
murmurant même des mots tendres à son égard. Elle était heureuse d'avoir pu lui rendre son royaume. Par la suite, Pride présenta son frère au roi, ainsi que les chevaliers ayant contribué au succès de cette opération. Tous échangèrent une poignée de main. Celle entre Arthur et le roi fut la plus importante. Grâce au pouvoir d'Arthur, capable de tout guérir, la maladie du roi disparut instantanément. Au moment des adieux, Léon se tourna vers Pride. Il passa doucement sa main dans ses cheveux et lui dit qu'il aimerait qu'elle lui rende visite quand elle le souhaiterait. Puis, sans prévenir, il s'approcha d'elle et déposa un baiser sur sa joue. Dans un murmure, il lui confia qu'elle était son premier amour. Surprise, Pride recula légèrement. Dans la calèche, son visage devint rouge écarlate. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était son premier amour. C'était là tout le charme irrésistible de ce genre de personnage. Un véritable maître. Stal paniquait complètement parce que Léon venait juste de l'embrasser. Arthur lui dit de se taire et d'arrêter de le lui rappeler. Personne n'était préparé à voir Pride rougir autant, au point d'être presque sur le point de s'évanouir. Le roi Gregorio expliqua à son fils qu'ils auraient facilement pu résoudre cette situation sans annuler les fiançailles si Pride n'avait pas été l'héritière du trône, puis il présenta ses excuses à Léon. Le prince héritier répondit calmement qu'il aimait profondément ce royaume ainsi que son peuple. L'amour qu'il portait à ce pays était irremplaçable. Quoi qu'il arrive, il pourrait toujours voir Pride en tant qu'allié. Il ne ressentait rien d'autre que de l'honneur à l'idée de devenir l'allié d'une personne aussi noble, vertueuse et pure. Mais il ne comprenait pas pourquoi son premier amour lui donnait cette sensation étrange dans la poitrine, à la fois douloureuse et chaleureuse. Il se demanda à quel moment il était réellement tombé amoureux d'elle, au-delà de l'amour qu'il éprouvait déjà pour son pays. Son cœur débordait désormais d'un amour qu'il voulait offrir à quelqu'un, et cette personne, il souhaitait que ce soit Pride. Il continuerait de l'aimer au moins jusqu'au jour où il comprendrait qu'il devait enfin tourner la page. Après tout, il y avait déjà 3 autres garçons qui semblaient vouloir conquérir son cœur. Pendant le trajet du retour, les domestiques continuaient d'éventer Pride, afin de calmer la chaleur laissée par ce moment embarrassant. Les garçons, eux, n'arrivaient pas à croire qu'elle soit encore incapable de parler. Stale ressentait malgré tout un certain soulagement en voyant les fiançailles de sa grande sœur prendre fin. Mais il était aussi gêné par sa propre froideur face à tout cela. Arthur tenta alors de lui remonter le moral en le taquinant, lui demandant quel genre d'homme il voudrait voir devenir le prochain fiancé de Pride. Stale répondit immédiatement qu'il voudrait quelqu'un sans aucune part d'ombre, quelqu'un qui l'aimerait du fond du cœur et posséderait un patriotisme égal à celui du prince Léon. Quelqu'un d'encore plus intelligent que lui-même et Gilbert, et même plus fort qu'Arthur. Arthur trouva ses exigences beaucoup trop élevées, mais finit malgré tout par être d'accord avec lui. Après avoir bu un peu de thé, Pride réussit enfin à se calmer. Elle repensa alors aux paroles de Léon lorsqu'il l'avait appelé son premier amour, se demandant ce qu'il voulait réellement dire par là. Dans sa vie précédente, personne ne s'était jamais intéressé à elle, et elle n'avait absolument aucune expérience en amour. À vrai dire, elle ne comprenait toujours pas ce qu'était réellement l'amour. Elle envisagea alors la possibilité que Léon ait peut-être réellement aimé Pride, mais que cela n'ait simplement jamais été mentionné dans les jeux. Callum, de son côté, était convaincu que ses sentiments étaient sincèrement réciproques. Après tout, un baiser sur la joue symbolisait une profonde affection, ainsi qu'une véritable bienveillance. Et le fait qu'il l'ait décrite comme son premier amour rendait tout cela. S'il avait été le premier prince, alors ces paroles et ce baiser sur la joue auraient signifié ceci. « Tu m'as rendu mon âme, ma dignité et ma capacité à aimer. Pour cela, tu as gagné mon cœur. Je veux te transmettre cet amour particulier en même temps que ma gratitude. Ne serait-ce que pour cet instant, mon cœur t'appartient entièrement. » À cet instant, Pride comprit enfin que Léon l'aimait d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec le monde du jeu ou avec son scénario. C'était uniquement elle qui lui faisait ressentir cela. Elle était reconnaissante envers Callum de l'avoir aidé à comprendre ses sentiments. Pendant le trajet du retour, Val interrompit soudainement tout le groupe en utilisant ses pouvoirs de terre le long de la voiture. Selon lui, tout le monde agissait de manière ridiculement pathétique à cause d'un simple baiser sur la joue et parce qu'il se demandait sans arrêt si Pride était tombée amoureuse du prince élégant. En entendant ça, tout le monde se sentit visé et resta sans voix.
Val demanda directement à Pride si elle avait aimé ce baiser, mais elle jura immédiatement qu'il n'y avait absolument rien de spécial entre elle et Léon. Elle demanda même à tout le monde d'arrêter d'interpréter cela de manière exagérée. Val leur répondit alors « Vous voyez, ce n'est pas si important. » Mais Stale insista en rappelant que Léon était quand même son ancien fiancé. Cette révélation surprit complètement Val. Il devint tellement excité qu'il souleva carrément la voiture avec sa magie et accéléra le voyage du retour encore davantage. Plus tard, Pride expliqua finalement tous les détails à sa mère, notamment le traité établi avec cette ancienne nation ennemie, ainsi que les visites régulières prévues entre les deux royaumes afin de maintenir de bonnes relations diplomatiques. Sa mère s'excusa pour tout ce qui s'était produit. Elle avoua qu'elle ne comprenait pas pourquoi les choses semblaient toujours mal tourner pour sa fille. Tout ce qu'elle désirait, c'était rendre Pride heureuse, et elle voulait sincèrement devenir une mère aimante pour elle. Jusqu'à présent, Pride n'avait jamais vraiment considéré la reine comme une véritable figure maternelle, même si elle l'appelait « mère » depuis toujours. Peut-être qu'au fond d'elle, elle avait toujours souhaité recevoir un peu d'affection maternelle, même avant de retrouver les souvenirs de sa vie passée. Elle avait toujours vu sa mère uniquement comme une reine parfaite, admirable et sans défaut. Mais malgré cela, la reine restait simplement un être humain comme les autres. Pride s'approcha alors d'elle et lui déclara qu'elle aimait profondément sa mère ainsi que son père. Elle expliqua qu'il lui avait offert énormément de bonheur et lui avait appris tout ce dont elle avait besoin pour devenir reine, surtout à partir du moment où ils avaient commencé à croire en elle. La reine prit alors Pride dans ses bras. Cependant, ce moment rempli d'émotions fut brusquement interrompu lorsqu'elle révéla un terrible secret. Il y a plus de 10 ans, elle avait eu une prémonition. Dans cette vision, elle voyait Pride utiliser ses pouvoirs pour faire souffrir les faibles simplement pour son propre plaisir. Personne n'était capable de l'arrêter. Cette vision était absolument terrifiante. La reine avoua qu'elle avait eu peur que Pride devienne un véritable monstre. Et c'est pour cette raison que, jusqu'à l'âge de 8 ans, elle avait donc eu énormément de mal à traiter correctement sa propre fille. Cette révélation bouleversa profondément Pride, mais malgré cela, elle essaya de préserver ce moment rempli d'émotions entre elles. Plus tard, autour d'une tasse de thé, Stale demanda à Pride des explications concernant ses visions du futur. Il lui demanda si cette prémonition était la raison pour laquelle elle avait traité les 2e et 3e princes d'Anémone avec autant de froideur et de sévérité. À l'époque, il avait senti que la haine qu'elle éprouvait envers eux était anormalement forte. Pride se mit alors à trembler nerveusement, mais Stale restait sincère. Tout ce qu'il voulait, c'était mieux la comprendre. Les larmes commencèrent à couler lorsqu'elle avoua qu'elle ne pouvait tout simplement pas leur pardonner. Pas seulement à cause du futur qu'elle avait vu, mais aussi à cause de toutes les personnes de l'auberge qui auraient souffert à cause de leurs actes. Elle savait que rien de tout cela ne s'était encore produit, mais malgré tout, elle était incapable de les empêcher de la détester. Stale tenta alors de la réconforter, tandis qu'elle continuait à parler du futur terrible qui attendait potentiellement ce royaume. Elle expliqua qu'en voyant ces princes cruels, elle avait parfois l'impression de se voir elle-même. Et cela la fit pleurer encore davantage. Soudainement, Stale la prit dans ses bras et lui déclara qu'elle ne deviendrait jamais comme ces 2 hommes. Selon lui, elle était plus belle, plus noble et plus compatissante que n'importe qui d'autre. Et même si le pire devait un jour arriver, ils seraient tous là pour l'arrêter. Il lui promit qu'il resterait toujours à ses côtés. Son visage se rapprocha doucement du sien, et au même moment, Pride tourna légèrement la tête. Ils se retrouvèrent alors nez à nez. Pris de surprise, Stale recula brusquement avant de s'excuser immédiatement. Mais Pride, elle, n'y prêta pas vraiment attention. Au contraire, elle lui était reconnaissante et trouva même amusant qu'il lui ait dit exactement la même chose qu'Arthur un peu plus tôt. Un soir, alors qu'ils buvaient ensemble, Alan s'était amusé à taquiner Arthur au sujet de son rôle de chevalier impérial le plus proche de la princesse Pride. Comme Arthur montait la garde devant sa porte chaque nuit, Alan lui demanda en plaisantant si ce n'était pas l'occasion parfaite pour essayer de la séduire. Il lui demanda même s'il n'avait jamais tenté quelque chose sous le coup de l'émotion. Mais Arthur répondit immédiatement qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Alan ne faisait évidemment que plaisanter. Plus tard, pendant son service de garde, Arthur remarqua que Pride n'arrivait pas à dormir.
Il la rassura alors en lui disant que le prince Léon était sain et sauf et qu'il irait certainement mieux au réveil. Il lui demanda de garder le moral. Il lui rappela qu'elle possédait de nombreux alliés loyaux et qu'ils étaient tous de son côté. Puis il lui adressa un discours particulièrement chaleureux, évoquant pratiquement toutes les personnes importantes de sa vie qui étaient prêtes à la soutenir. Ensuite, il lui demanda d'ouvrir légèrement la porte afin qu'il puisse lui tendre la main. Arthur serra doucement sa main afin qu'elle se sente moins seule, puis lui expliqua qu'il avait consacré tout ce temps à perfectionner son maniement de l'épée uniquement pour pouvoir la protéger. Il lui rappela également tout ce qu'elle avait fait pour aider les autres, notamment en offrant à des personnes comme lui une véritable chance dans la vie. C'était précisément... Elle remercia Arthur en lui disant qu'elle l'aimait, avant de s'endormir immédiatement après. Pour Arthur, c'était beaucoup trop pour son pauvre cœur. Callum et Alan étaient tellement embarrassés qu'au lieu d'essayer de réveiller Pride, ils se contentèrent de parler de la classe qu'ils avaient tous les deux. Les garçons furent ensuite surpris par l'apparition soudaine de Stale. Mais Arthur, même à moitié inconscient sur la table, avait déjà compris que c'était lui. Stale vint s'asseoir juste à côté d'Arthur, et au moment où celui-ci allait commencer à raconter à quel point Stale était fort et intelligent, ce dernier lui couvrit immédiatement la bouche. C'était beaucoup trop embarrassant pour lui. Ensuite, Stale finit carrément par jeter Arthur hors de la pièce afin qu'il puisse reprendre ses esprits et décuver un peu. Profitant du calme, Stale demanda honnêtement aux autres ce qu'ils pensaient réellement d'Arthur. Alan répondit qu'il était très agréable à côtoyer. Callum expliqua qu'Arthur possédait un véritable talent pour le combat et qu'il donnait toujours le meilleur de lui-même, au point même de surpasser plusieurs autres chevaliers. Il avait volontairement choisi de rester le garde personnel de Pride, et Eric ajouta avec son sens habituel de l'observation que de nombreuses nouvelles recrues avaient été inspirées par Arthur. Tous avaient une excellente opinion de lui. En entendant cela, Stale ressentit un immense soulagement. Peu après, Arthur s'excusa. Lorsqu'il reprit finalement conscience, il se retrouva dehors sans comprendre comment il avait atterri là, et il fut surpris de voir Stale à ses côtés. Cette vision le réveilla immédiatement. Maintenant qu'Arthur était parfaitement sobre, Stale pouvait enfin parler sérieusement avec lui. Il lui expliqua qu'à partir du lendemain, il allait suivre l'oncle Veste afin d'observer directement son travail de sénéchal. C'était une préparation nécessaire pour devenir le prochain régent du royaume. Il voulait être prêt pour le jour où un nouveau fiancé apparaîtrait dans la vie de Pride. À ces mots, Arthur lui donna immédiatement un coup de tête qui le fit tomber au sol. Les deux commencèrent alors à se battre. Stale expliqua qu'il avait voulu qu'Arthur soit la première personne au courant de cette décision. Mais Arthur lui répondit que s'il avait besoin d'évacuer ses sentiments, il aurait dû le faire bien plus tôt. Finalement, Stale prit le dessus et réussit à faire trébucher Arthur au sol. Redevenant sérieux, il expliqua ensuite aux autres garçons que pendant son absence, il refusait catégoriquement qu'une seule personne en qui il n'avait pas confiance s'approche de Pride. Il déclara qu'il faisait confiance à ses 3 capitaines de division. Et plus que tout, il faisait confiance à l'un d'entre eux pour devenir le garde personnel de Pride et marcher aux côtés d'Arthur comme son protecteur officiel. Ce n'était même pas parce que Stale faisait entièrement confiance aux 3 hommes. En réalité, de retour dans le royaume d'Anémone, le prince Léon servait à boire et à manger à Val ainsi qu'aux enfants. Val lui demanda alors pourquoi Pride avait décidé de le dispenser des règles imposées par son contrat. Pour Léon, la réponse était simple. Il voulait devenir l'ami de Val, car il pensait sincèrement qu'il était quelqu'un de bon au fond de lui. Même si Val le trouvait complètement fou, Léon ajouta qu'une véritable amitié naissait lorsqu'on pouvait discuter librement d'amour et de romance. En entendant ça, Val s'étouffa presque avec sa boisson. Il déclara immédiatement qu'il ne voulait pas parler de ce genre de choses ridicules et sentimentales. Selon lui, ce genre de sujet convenait davantage au prince ou au chevalier insupportable qui tournait constamment autour de sa maîtresse. Léon sembla confus. Il croyait pourtant que Val avait lui aussi des sentiments pour Pride. Cette remarque ne fit qu'agacer Val encore davantage. Il répondit sèchement que cette idiote de gamine le détestait de toute façon. Mais laissant cela de côté, Léon espérait qu'à l'avenir, Val accepterait simplement de l'appeler par son prénom. Après tout, c'était ce que faisaient les amis. Val lui répondit alors qu'il devrait déjà apprendre à tenir l'alcool autant que lui avant d'essayer de devenir son ami. Et contre toute attente, Léon accepta immédiatement le défi
et posa une énorme quantité d'alcool sur la table. Pendant ce temps, grâce à des ingrédients importés du royaume de Léon, Pride préparait plusieurs plats originaux qu'elle avait imaginés elle-même afin de les servir aux chevaliers. Tous apprécièrent énormément les plats sans se douter une seule seconde qu'il s'agissait en réalité de recettes japonaises provenant de sa vie passée. L'année précédente, sa cuisine avait été catastrophique et complètement brûlée. Mais grâce aux capacités presque tricheuses de Tiara, ils avaient cette fois réussi à reproduire les recettes sans le moindre problème. Les filles montrèrent ensuite à Arthur et Stale le fameux pain melon. Tiara dit alors à Pride qu'elle devrait personnellement leur donner à manger, puisqu'elle avait mis tout son cœur dans leur préparation. Pride, un peu gêné, prit un morceau de pain et le tendit à Arthur. Mais Arthur le dévora tellement vite que sa bouche finit par toucher les doigts de Pride. Malgré cela, il déclara immédiatement que c'était délicieux. Ensuite vint le tour de Stale. Mais il finit avec un peu de pain collé au coin des lèvres. Pride essuya doucement la trace avec sa main, ce qui rendit Stale extrêmement embarrassé. Puis elle donna un onigiri à Val. Celui-ci le mangea sans hésitation avant de lui en donner un morceau à son tour. Et contrairement aux autres, Pride conserva parfaitement son calme durant toute la scène. Après tous les événements liés à l'annulation des fiançailles, l'atmosphère semblait enfin paisible. Pourtant, Pride continuait de s'inquiéter au sujet du prochain protagoniste masculin. Pendant ce temps, ailleurs, un homme mystérieux se reposait tranquillement lorsqu'il reçut un message. Il sembla agacé en réalisant qu'il était déjà temps de retourner travailler. Mais il choisit malgré tout de voir le bon côté des choses. Après tout, cela signifiait qu'ils étaient désormais un peu plus proches du moment où Frisia deviendrait simplement un produit exposé sur une étagère. Et cette idée l'amusait énormément.